Troisième cours d'histoire économique. Donc, nous devons aujourd'hui aborder les conséquences sociales de la révolution industrielle. Et donc, le premier aspect des conséquences sociales de la révolution industrielle, c'est ce qu'on n'avait pas terminé la semaine dernière, c'est-à-dire l'explication des courbes isochrones. Et les courbes isochrones, ce sont des courbes de niveau, c'est-à-dire les courbes isochrones, elles réunissent les points qui ont la même valeur. La même valeur en quoi? Si on regarde la courbe isochrone que vous allez voir apparaître à l'écran, c'est en fait le temps de transport depuis l'origine qui est New York. En fait, chaque point d'une courbe isochrone représente un temps de transport équivalent depuis l'origine. Donc la première courbe, celle que vous voyez autour de New York soi-même, il y a une espèce de courbe qui est juste autour, en forme de phylactère. Et puis ensuite, il y a une courbe une journée qui va jusqu'à Washington et qui, dans le nord, va jusqu'au nord, pas l'extrême nord du Maine, mais au nord du Maine. Et puis ensuite, vous avez une courbe 2 qui va en gros jusqu'en Virginie. Et puis vous avez une courbe 3 qui va jusqu'au nord de la Floride. Et puis vous avez une courbe 4 qui va jusqu'à, je ne sais pas bien, c'est pas l'Alabama, mais peu importe. Bref, vous avez une courbe 1 week qui va jusqu'au début du Texas, etc. Donc concrètement, si on prend la courbe 1 week, vous voyez qu'elle est à peu près verticale, d'accord, qui part du golfe du Mexique, enfin de la frontière entre le Texas et l'Alabama, là, et qui remonte vers les Grands Lacs, vous voyez qu'en fait, tous les points qui sont sur cette courbe, ils sont à une semaine de transport de l'origine du repère qui est New York. Donc en fait, si vous voulez rejoindre n'importe quel point de cette ligne, il vous faudra une semaine. Et donc l'idée des courbes isochrones, c'est de marquer par ces courbes de niveau les régions qui peuvent être atteintes en un temps de transport de 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Alors on m'a demandé, mais est-ce que c'est des journées pleines ou est-ce que c'est des journées de 8 heures? À vrai dire, peu importe. L'idée, c'est que si vous devez faire l'aller-retour à Washington, ça vous prendra une journée. En gros, vous aurez une journée de travail perdue pour faire l'aller de New York à Washington. Vous aurez une journée de travail sur place et quand vous reviendrez, vous reperdrez une journée. Donc de fait, le sujet, il est ça. C'est des journées de travail perdues, quoi. Mais donc, ce que nous indiquent ces courbes isochrones, c'est que en 1800, eh bien, quand on était à New York, il fallait 5 semaines pour aller dans ce qui allait devenir le Texas. En 1857, il fallait plus qu'une semaine. En 1930, il fallait plus que 2 jours en train. Et en 1930, en avion, il fallait même plus une journée. Donc, autrement dit, entre 1830 et 1930, le développement d'abord des routes, puis des chemins de fer, puis des avions, avait permis de diviser par 35 le temps de transport entre New York et n'importe quelle ville du Texas. Bon, donc, quelles conséquences ça a? De manière évidente, ça a que on peut voyager plus facilement, on peut faire voyager les marchandises plus facilement, et donc, évidemment, on peut faire plus de commerce, et qui dit plus de commerce, dit intégration de la production, gain de productivité, donc produit final moins cher, et donc intéressant une demande plus large, etc. C'est ça qu'on va aborder maintenant, d'accord? Ce sont justement ces conséquences sociales. Et donc, je reprends mon texte. Alors, là, l'écran n'a pas grand autre intérêt que de vous montrer où on en est. On a évoqué la révolution technique. Là, c'est le texte d'accompagnement, mais je ne vais pas vous refaire le filage à rouleau, la spinning jenny, le water frame, la mule jenny, bon, tout ça, vous savez. Maintenant, peut-être qu'on va quand même s'intéresser au contexte économique et politique, parce que maintenant qu'on sait qu'il y a des machines qui augmentent la productivité du travail dans l'industrie cotonnière, parce que ça augmente la productivité du filage et du tissage, on va voir un peu comment tout ça s'organise. Bon. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que ces machines, justement, elles se développent dans les années 1760-1800. On avait vu la navette volante de John Kay, donc la partie tissage, c'est plutôt 1740, mais la spinning jenny, puis le water frame, puis la mule jenny, ça commence dans les années 1760, et ça va se répandre jusqu'en 1800, et puis après, c'est la machine à vapeur qui va être employée pour entraîner ces machines. Bon, alors, donc, ça, cette période 1760-1800, en Angleterre, c'est la pleine période de la révolution textile, justement parce que on remplace les traditionnels métiers à bras et on remplace les traditionnelles techniques de filage par ces machines modernes qui permettent d'avoir une beaucoup plus grande productivité. Qui dit beaucoup plus grande productivité dit coût de production beaucoup plus faible. Qui dit coût de production beaucoup plus faible dit demande augmentée. Et donc, de fait, on a une demande de biens de consommation qui se développe en Angleterre. Et donc, cette période 1770-1800, en Angleterre, c'est une période
haute croissance, d'abord dans l'industrie textile, et puis après on va voir comment ça va rayonner. À la fin de cette période, en fait, ce qui marque la fin de cette période, c'est, comme vous le savez, le démarrage des guerres napoléoniennes, puisque après la Révolution française, les monarchies commencent par essayer d'attaquer la France révolutionnaire avec l'idée quand même. Bon, alors, dans le cas des Anglais, c'est un peu particulier, parce que les Anglais n'ont pas vraiment peur du système politique français. Mais dans le cas des monarchies continentales, en particulier les Espagnols, les Autrichiens et les Allemands, et les Prussiens, il y a quand même l'idée que la Révolution, c'est des idées qui menacent potentiellement toutes les monarchies, et donc il vaut mieux éviter quand même que les Français fassent trop des mules sur le continent, puisque, comme vous le savez, après les Français, c'est les Brabançons, c'est-à-dire en gros les Belges qui se révoltent, et puis il y a des éléments il y a des troubles aussi en Italie du Nord. Donc bon, l'empereur d'Autriche, le roi d'Espagne et le roi de Prusse se disent, bon, ça commence à bien faire, les Français, on va faire une armée, et puis on va aller leur casser la figure. Les Anglais, la Révolution en soi, ils s'en contrefoutent, ils ont un régime dont ils sont très contents, mais après tout, si on peut au passage écrabouiller les Français, c'est toujours ça de prix. Et donc, du coup, y a une première campagne militaire contre la France en 1792, et puis... si vous voulez, ensuite, les Français retournent le truc, puisque Bonaparte se décide à faire une guerre de conquête. Et dans cette guerre de conquête, son principal opposant, ça va d'abord être les Anglais. Et de fait, les guerres napoléoniennes vont essentiellement tourner à la guerre franco-anglaise, avec deux caractéristiques. La première, c'est que c'est une guerre immense en termes de moyens humains. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une guerre où il y a plusieurs centaines de milliers de soldats, enfin même... Au moment de la dernière campagne de Napoléon, il y a plusieurs millions de soldats mobilisés, ce qui est considérable. Et puis la deuxième dimension, c'est que comme c'est une guerre qui dure très longtemps, avec beaucoup de monde, ça coûte très cher et ça devient de fait une guerre économique. C'est-à-dire que ce qui va être décisif, c'est pas la capacité à faire tuer des millions de soldats, c'est la capacité, pendant 15 ans, à armer des troupes et à acheter des alliés. D'accord ? Et donc ça devient une guerre économique, et à cette guerre économique, c'est évidemment les Anglais qui gagnent, puisque... Napoléon est battu une première fois en 1800. Il abdique à Fontainebleau en 1814. On l'envoie à l'île d'Elbe, qui, vous savez, est une petite île au large de la Toscane. Là, il trouve rien de mieux à faire que de revenir sur le continent. Il débarque en France, en Provence. Il remonte la vallée du Rhône. Il repart pour un tour. C'est ce qu'on appelle les 100 jours. Il est battu à Waterloo. Et là, cette fois-ci, les Anglais ont compris le truc. Ils l'envoient à Sainte-Hélène, qui est une île au large de l'Afrique, d'où on sait qu'il ne pourra pas revenir comme ça. D'ailleurs, il n'en revient pas, il meurt là-bas d'un cancer du foie, et question suivante. Voilà. Bref. Mais disons que la fin des guerres napoléoniennes, c'est compliqué aussi pour l'Angleterre, parce qu'il y a une crise agricole qui se développe, et en même temps qu'il y a une crise agricole qui se développe, les soldats qui sont démobilisés, qui sont plus de 250 000, se retrouvent au chômage. Et donc à la fois, il y a du chômage dans la production agricole, et il y a du chômage chez les soldats qui sont démobilisés, qui ne retrouvent pas de boulot. Donc en gros, il y a plus de 300 000 chômeurs. À l'époque, évidemment, les chômeurs ne sont pas secourus. Donc ils ont faim. Et donc ça se traduit par des émeutes qui sont extrêmement dures. Bref, après la victoire contre la France, les choses vont très mal en Angleterre. Et c'est une période pas du tout bonne sur le plan économique. D'autant plus que... alors, si vous voulez, la crise agricole, elle a deux raisons. La première raison, c'est que, en fait, pendant la guerre, les Français ont essayé de faire une guerre économique aux Anglais qui consistait à empêcher les Anglais, lesquels ne sont pas autosuffisants en matière alimentaire, empêcher les Anglais d'importer des subsistances. Et donc, Bonaparte a décrété par le décret de Berlin de 1806 le blocus continental. Les navires anglais sont interdits de séjour dans les ports du continent européen. En gros, ils ne peuvent pas venir acheter du blé là où ils l'achetaient, c'est-à-dire en Italie du Sud, en Prusse orientale et en Russie. Du coup, bon, dans un premier temps, à partir de 1806, les Anglais ont du mal à se ravitailler en blé, mais ce qu'ils font, c'est que, à la fois, ils vont augmenter leur production, et puis ils vont développer les relations commerciales avec l'Amérique du Sud, mais à un moment où, comme vous le savez, c'est encore relativement compliqué parce que les transports ne marchent pas très bien. Donc ce que font les Britanniques, fondamentalement, c'est qu'ils remettent en culture, enfin ils mettent en culture des terres qui ne sont pas très fertiles et qui n'étaient pas cultivées avant le blocus continental. Du coup, quand la paix revient, eh bien ces terres ne sont en fait plus économiquement rentables. Et donc ceux qui cultivaient ces terres qui avaient été mises en culture à l'occasion du blocus continental, parce que l'impossibilité de se ravitailler sur le marché mondial
faisait qu'on pouvait produire à un prix qui était supérieur au prix de marché. Du jour au lendemain, il n'y a plus de blocus continental. Le blé sur le marché mondial est à un coût inférieur au coût de production britannique. Et donc les fermiers britanniques se retrouvent à vendre du blé qui est trop cher et qui n'est pas compétitif. Donc une première solution, c'est de voter un droit de douane protectionniste, c'est ce qu'on appelle les corn laws, d'accord? Parce que je vous rappelle qu'en anglais britannique, corn, ça ne désigne pas le maïs comme en anglais américain, mais les céréales en général. Donc les corn laws, c'est simplement des lois qui disposent que quand le prix du blé sur le marché mondial est inférieur à 80 shillings le boisseau, bon, donc peu importe ce que ça veut dire 80 shillings le boisseau, enfin c'est 80 shillings pour une unité de mesure, d'accord? Quand le prix du blé est inférieur à un certain montant, on n'a plus le droit d'importer ce blé, et on est obligé d'acheter du blé britannique, d'accord? En revanche, c'est seulement quand le prix du blé monte, donc sous-entendu, quand on ne produit pas assez de blé dans l'économie nationale, qu'on a le droit d'acheter du blé à l'étranger. Donc, premier problème, le fait qu'on ait une économie de guerre a amené à produire un blé trop cher par rapport au marché mondial quand le blocus s'arrête. Et deuxième problème, il y a tout simplement un problème agricole qui est lié au fait qu'il y a une immense éruption volcanique en Indonésie. Alors vous me direz, mais une éruption volcanique en Indonésie, quel effet ça peut avoir? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'éruption du volcan finlandais. Ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Vous deviez pas être très grand, mais il y a un volcan finlandais qui a été en éruption au mois de février. Et la conséquence de l'éruption du volcan finlandais, c'est que ça a paralysé les vols commerciaux. Puisqu'en fait, la poussière du volcan, quand elle rentrait dans les réacteurs, elle grippait les compresseurs. Et donc, du coup, tous les avions se sont retrouvés bloqués. Bon, alors, par comparaison, l'éruption du volcan Tambora en Indonésie pendant l'été 1815, c'est 41 mètres cubes de cendres, 41 kilomètres cubes de cendres qui partent dans l'atmosphère. En fait, 41 kilomètres cubes, quand vous y pensez, ça fait quand même un sacré paquet. C'est-à-dire que ça fait plus qu'un cube de 3 km de côté. Donc quand vous réduisez ça en poudre et que vous le mettez dans l'atmosphère, bah, c'est suffisant pour faire baisser la température du globe de plusieurs degrés. Alors, vous me direz, c'est ce qu'il faudrait, mais non, mais bon. Bon, là, en l'occurrence, ce n'était pas volontaire. La conséquence de la température du globe qui baisse, c'est-à-dire que comme il fait moins chaud l'été, eh bien, les sols humides ne sèchent pas, et comme les sols humides ne sèchent pas, les récoltes pourrissent. D'accord ? Alors, on me dirait, mais c'est contradictoire, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois une surproduction et pas produire au prix mondial. Et puis... Mais non, mais le problème, c'est que les techniques culturales des Britanniques ne sont pas adaptées parce qu'ils ont des terres qui ne sont pas fertiles. Et en plus, les terres pas fertiles sur lesquelles vous mettez un été pourri, ça donne des paysans qui ont un blé très cher et pas suffisant. Donc on a les deux problèmes en même temps. D'accord ? Ça se neutralise pas. D'accord ? C'est pas comme je suis myope, je vieillis, je deviens presbyte, donc je mets plus de lunettes. Non, là c'est j'ai cultivé des terres qui n'étaient pas fertiles. Donc si par-dessus le marché vous me mettez un été pourri, ben, mes terres pas fertiles, elles seront encore moins fertiles et mon blé sera encore plus cher, même s'il n'y en a pas assez. D'accord ? Donc de fait, il y a un premier problème de crise agricole qui est lié à la fois au démantèlement du blocus et à la fois à des problèmes climatiques qui nous rappelleront peut-être quelque chose. Deuxièmement, le retour des soldats mobilisés et l'arrêt des commandes de guerre, ça cause à la fois 250 000 soldats qui sont démobilisés, il faut leur trouver un boulot. L'armée arrête d'acheter des fusils, des canons, des navires de guerre, toutes choses utiles à la guerre. Mais du coup, les usines sidérurgiques qui fabriquaient les fusils, les canons, les navires de guerre, elles n'ont plus de commandes. Quand une usine n'a plus de commandes, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle licencie. Si elle licencie, qu'est-ce qui se passe ? Ça diminue la demande, puisque les chômeurs n'ayant pas d'indemnité de chômage, ils n'ont plus de quoi acheter à manger, donc ils achètent encore moins à manger aux agriculteurs. Donc bref, la situation de l'économie britannique est assez désagréable, elle est d'autant plus désagréable que comme il y a finalement beaucoup de chômage, le niveau des salaires est très bas, les gens ont très peu à manger, enfin il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à se nourrir, et donc il y a des troubles sociaux importants. Alors ajoutez à ça le fait que finalement l'ensemble des innovations qu'on a vues dans la première vague de la révolution industrielle, c'est-à-dire les innovations qui sont relatives au textile, en 1815, c'est arrivé à maturité, donc il n'y a plus de progrès technique qui soit prêt à améliorer la productivité. Ça fait que concrètement, l'économie britannique, si on ajoute une petite panique financière en 1825, l'économie britannique s'installe dans taux de croissance affaibli, chômage, troubles sociaux. Il va falloir attendre que
En gros, il va falloir attendre le développement des chemins de fer qui va embrayer dans les années 1830 pour qu'on ait une nouvelle vague de révolution industrielle et de croissance et de prospérité économique. Mais là, on a une phase difficile à partir de 1815. Je ne parle pas du ludisme. Bon, je pensais que j'aurais dû en parler. Je ne sais plus où c'est dans le cours. Bon, en revanche, donc, à partir de 1830, ça repart. Pourquoi ça repart? Parce que, en fait, le développement des chemins de fer, ça a comme intérêt que non seulement on fabrique des liaisons par voie ferrée qui permettent aux gens de voyager, aux marchandises d'être transportées. On a vu les progrès du trafic à la fin de la semaine dernière. Donc de fait, le trafic en lui-même, il engendre une activité. Il y a même à un moment, on considère que les chemins de fer, c'est 5% de l'emploi de l'économie britannique dans les années 1870. Mais en plus, ça crée une demande importante parce que pour construire des chemins de fer, il faut produire du fer pour faire des rails, du fer dans un premier temps, et puis comme le fer, ça s'use, il faudra renouveler les rails de fer usés avec des rails en acier. Il faut construire des locomotives. Une locomotive, c'est quand même au départ, les premières locomotives, c'est une trentaine de tonnes. Après, c'est 80 tonnes d'acier. C'est quand même du boulot de faire une locomotive et c'est des emplois. Alors la question, c'est avec quoi est-ce qu'on peut financer ces chemins de fer alors qu'on n'avait pas les moyens d'employer les gens dans le textile, on n'avait pas les moyens d'employer les gens dans l'agriculture. Et tout d'un coup, on a les moyens de faire des investissements qui consistent à construire des voies ferrées. C'est-à-dire qu'il faut faire des travaux de terrassement, il faut faire des ponts, il faut poser les voies ferrées, il faut acheter les locomotives, il faut acheter les wagons, il faut payer les employés. Avec quoi est-ce qu'on peut faire tout ça? Eh bien, on peut faire tout ça avec le développement des marchés financiers, c'est-à-dire que les entreprises de chemin de fer qui sont créées sont financées par l'émission d'instruments financiers comme des actions qui font des actionnaires, des propriétaires de l'entreprise, et des obligations qui font de ceux qui achètent les obligations, si vous voulez, ils détiennent des créances sur les sociétés de chemin de fer, et donc les sociétés de chemin de fer s'endettent via l'émission d'instruments financiers qui s'appellent les obligations. Voilà. Alors au début, en Grande-Bretagne, tout ça se fait dans la plus grande anarchie, puisque l'État ne coordonne pas, c'est des sociétés privées qui développent des petits chemins de fer. Bon, et puis en fait, comme justement le problème de l'anarchie, c'est à un moment donné que de se retrouver avec, à Londres, on a 13 gares en 1899, toutes les compagnies de chemin de fer n'ont pas les mêmes écartements de voies ferrées, donc on ne peut pas passer d'un réseau à un autre, donc ça fait perdre beaucoup de temps. Du coup, en fait, à partir de 1844, le gouvernement se met à réguler de manière incitative. Ça, c'est le cas du gouvernement Gladstone en 1844. Et l'intérêt de la régulation, c'est que quand vous mettez la régulation, vous créez des coûts fixes. Quand vous créez des coûts fixes, ça fait des rendements croissants. Quand on fait des rendements croissants, eh bien, ça amène à la concentration. Si bien qu'à la fin du 19e, il y a plus que, avant la guerre de 14, il n'y a plus que 9 compagnies qui exploitent 2/3 du réseau. Et en 1945, la nationalisation de British Rail fera qu'il n'y aura plus qu'un seul opérateur. Bon. Mais donc, ce développement anarchique, apparemment anarchique, c'est quand même lui qui permet au chemin de fer britannique de se développer aussi rapidement. Quand je vous disais remplacement des rails en fer, de fait, les rails en fer, ils s'usent tellement qu'il faut les remplacer tous les 2 ans. Donc il faut une production de fer considérable pour équiper les voies ferrées. La demande la demande de fer adressée à l'industrie sidérurgique, en fait, 18% de la production de fonte, on va dire en gros 20% de la production de fonte et 40% de la production de fer va au chemin de fer entre 1844 et 1851 en France. D'accord ? Donc on va dire pendant la première décennie d'équipement des chemins de fer en France, c'est 1/5 de la production de fer et 2/5 de la production de fonte qui va juste à l'équipement en chemin de fer. Du coup, c'est ça qui provoque une multiplication par 3 de la production de fer en France entre 1830 et 1850. Bon, en plus, il faut du charbon pour faire fonctionner les locomotives et pour produire le fer. En plus, il faut l'industrie de la fabrication des wagons, par exemple. Donc il y a une industrie, toute l'industrie qui produit les biens qui sont utilisés comme intrants, qui produit les inputs. Bref, tout ça, ça fait que quoi ? On a dit en 1847, on a 5%, en Angleterre, on a à peu près 5% de la population active totale qui est employée par les chemins de fer, 300 000 qui produisent les infrastructures, c'est-à-dire faire les lignes et les ouvrages d'art qui sont nécessaires à la fabrication des lignes, et 50 000 qui font fonctionner le système. Pourquoi il faut des ouvrages d'art considérables ? Parce que, comme vous l'imaginez, une locomotive,
les frottements sur les rails sont faibles. Et donc, vous ne pouvez pas gravir des pentes très fortes avec une locomotive. Alors, en Angleterre, ça n'a pas l'air d'être un problème parce qu'on a le sentiment que c'est plat. Enfin, c'est pas entièrement plat. Il y a quand même des régions montagneuses, enfin, des régions de collines. Et il se trouve qu'en plus, les régions de collines, c'est les régions du Nord où il y a les premiers chemins de fer. Mais en France, concrètement, il faut fabriquer des ponts, il faut faire des ponts, des tunnels, des viaducs, etc., pour éviter des rampes trop fortes que les locomotives ne peuvent pas monter. Ça, c'est des travaux absolument considérables. Et c'est ça qui emploie la plupart du monde. D'accord ? Mais l'intérêt d'employer des gens, même dans les travaux de terrassement pour faire les ouvrages d'art, c'est que c'est des gens à qui on va distribuer du pouvoir d'achat, c'est des gens qui vont consommer, et donc c'est des gens qui vont adresser une demande, soit à l'agriculture, soit à l'industrie de consommation, et donc ça va créer une augmentation de la demande qui va avoir un effet d'entraînement dans toute l'économie. D'accord ? Alors de plus, maintenant, si on regarde à l'échelle du continent, il va y avoir quand même une différence entre la Grande-Bretagne et le reste du continent, c'est que, de fait, en Grande-Bretagne, l'industrialisation, comme on l'a vu, elle avait commencé dès le milieu du XVIIIe siècle avec le développement de la production de coton. Et donc, le développement des chemins de fer en Grande-Bretagne, ça ne va pas être l'étincelle qui va lancer la révolution industrielle, ça va être plutôt l'étape suivante qui va permettre, en gros, le renforcement des échanges à la fois nationaux et internationaux, avec un effet de spécialisation très fort, c'est-à-dire qu'il va y avoir des régions en Grande-Bretagne qui vont se spécialiser. D'accord ? C'est en gros, Manchester-Liverpool, ça va être la production charbonnière et sidérurgique, comme les Midlands d'ailleurs. Le sud, ça va être plutôt les industries légères et le textile, etc. La baisse générale des coûts de transport, ça va augmenter considérablement la demande, mais aussi les profits des entreprises de transport, donc les investissements, et donc aussi ça va augmenter les profits des entreprises qui utilisent les transports pour déplacer leurs marchandises. Ça va créer de l'urbanisation. Ça va créer évidemment les banques qui participent aux opérations financières pour financer la construction des chemins de fer et acheter le matériel roulant, etc. Et puis alors ensuite, hors du Royaume-Uni, ben en fait, le développement des chemins de fer, ça va véritablement amorcer le développement de la sidérurgie. D'accord ? Parce que autant en Grande-Bretagne, on avait déjà une sidérurgie qui était liée au développement des machines à vapeur, les machines à vapeur dont on a vu qu'elles commençaient à trouver un emploi dans le textile, ce n'était pas encore un emploi considérable, ou bien dans le pompage pour les mines. Bref, les Anglais avaient de l'avance, le reste du continent rattrape, et alors on a même en fait des pays continentaux comme l'Amérique ou la Russie, qui jusque-là étaient extrêmement peu développés en raison des très grandes distances qu'il fallait y parcourir. Les distances qu'on a aux États-Unis, les distances qu'on a en Russie, les distances qu'on a en Argentine, les distances qu'on a en Brésil, on peut commencer à penser les couvrir grâce au chemin de fer. Et donc on commence à développer, alors en 1830 on commence, d'accord ? Mais il va y avoir, pendant tout le 19e siècle, enfin pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle, les grands projets de liaisons transcontinentales aux États-Unis et en Russie, d'accord ? Bon, et donc ça, c'est des investissements absolument énormes, et c'est une demande qui va être adressée. Alors dans le cas des États-Unis, la production elle va être faite localement, puisque les Américains vont être assez protectionnistes. Dans le cas de la Russie, les Européens font évidemment la course à qui pourra vendre des rails et des locomotives aux Russes, bien sûr. Bon, mais donc, le chemin de fer, c'est manifestement à la fois le moyen du développement supplémentaire pour la Grande-Bretagne, ou même le début du développement pour ceux qui, n'ayant pas développé au préalable une révolution textile et une révolution sidérurgique, avec le développement des chemins de fer, vont développer tout le reste en même temps. Bon. Alors on l'a dit, la machine à vapeur est trouvée à s'employer dans les navires, dans les bateaux, etc. On va juste regarder, en fait, on va se donner une idée de la taille des réseaux ferrés, d'accord ? Donc en Grande-Bretagne, en 1830, on a à peine 157 km de réseaux ferrés, donc en gros 100 miles, qui sont ouverts au trafic. Donc c'est vraiment symbolique. En 1840, 10 ans après, on a 2500 km pratiquement, soit un taux de croissance annuel de 28%. En 1850, on est à 10 000 km. En 1860, à 15 000. En 1870, à 22 000. Bon, bref, ensuite, on construit pratiquement 5 000 km par décennie. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que le taux de croissance ralentit. Mais, en fait, le taux de croissance du trafic, lui, il augmente plus vite que le taux de croissance du réseau. Puisque si on prend les passagers, on est à 24 000 passagers transportés en 1840, à une époque où on a seulement 2 000 km de réseau, et on est à 1 million de passagers transportés, quand on a 30 000 km de réseau, d'accord ?
Et si on prend maintenant le fret, on a 3 tonnes de fret 5 à 6 tonnes de fret transportées en 1840. Ça en est presque mignon, d'accord? Quand vous pensez à ce que c'est maintenant que 5 à 6 tonnes. Et on est à 400 tonnes. Enfin, je pense que c'est pas des tonnes, je pense que c'est des milliers de tonnes. Donc il faut que je vérifie quand même. Non, c'est des millions de tonnes. Oui. C'était pas 5 tonnes, c'était 5 millions de tonnes, c'est moins mignon. Surtout si vous les mettez sur le pied. Ne vous laissez pas tomber 5 millions de tonnes sur le pied, je vous assure, ça fait très mal. Et puis en plus, ça risque d'abîmer le parquet chez vous. Fin de la parenthèse, mais ce que vous voyez, c'est quand même qu'on a un taux de croissance tout à fait raisonnable, à la fois des réseaux et des quantités transportées. Et on voit bien, quand on disait en Grande-Bretagne, ça prend le relais d'une période de marasme qui était la période des années 1815-1830, qui n'était pas bonne, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 1830, bien sûr, le taux de croissance est plus fort entre 1830 et 1840 pour ce qui est du réseau. Mais concrètement, ça veut dire qu'on construit 2000 km de réseau. Alors qu'entre 1840 et 1850, on construit 7500 km de réseau ferré. C'est quand même considérable. C'est plus qu'on en construira jamais dans la suite. Bon, après, vous le savez, après les réseaux ferrés, c'est la route, c'est l'aviation, c'est les fusées, c'est le maglev. Bon, bref, mais là, allons-y mollo. Bon, alors, ce qui est certain, c'est que la révolution des transports, ça ne se mesure pas en puissance, en chevaux, ni en nombre de locomotives installées, mais bien en temps de transport. Je vous ai montré des lignes isochrones pour les États-Unis. En fait, j'arrive pas à en trouver pour l'Europe. C'est dommage. Ce serait surtout intéressant parce que c'est toujours intéressant de se dire qu'en France, en 1780, pour aller à Bayonne, il faut 4 semaines. Parce que les États-Unis, on se dit c'est très grand, donc forcément c'est très long. Mais en fait, en France, les temps de transport sont très longs parce que les routes sont extrêmement mauvaises. Et donc, de fait, c'est pas une blague. Alors, je sais plus si c'est 4 semaines ou 3 semaines, mais je pense que c'est l'ordre de grandeur quand vous voulez descendre à Bayonne en France en 1780. Donc, en gros, il y a 2 siècles. Pour traverser la France, il faut 3 semaines. Et quand je dis il faut 3 semaines, c'est en passant au relais de poste, c'est-à-dire en changeant de chevaux tous les 20 km. Si vous voulez y aller à pied, le problème, c'est pas tant le temps qu'il va falloir y mettre que l'escorte militaire que vous allez avoir si vous voulez pas vous faire attaquer. Parce que il y a des bandits de grand chemin. Si on les appelle les bandits de grand chemin, c'est parce qu'ils sont sur les grands chemins et pas sur les petites routes. Et évidemment, ces bandits de grand chemin, quand ils vous attrapent, c'est pas pour vous prendre votre Walkman et puis partir en courant, d'accord? C'est qu'ils vous font la peau. Si vous êtes suffisamment riche, ils vont peut-être vous prendre en otage, mais en général, ils se contentent de prendre votre bourse et puis de vous couper et puis de vous ouvrir la gorge. Voilà. Donc ceci fait que c'est quand même mieux quand il y a des chemins de fer. Non seulement parce que ça va plus vite, mais aussi parce que les contrôleurs sont quand même beaucoup plus gentils que les bandits. Voilà. Quoi qu'on puisse en dire. Bon, alors conclusion sur la vapeur. En fait, ce qui est intéressant dans la vapeur, c'est que manifestement, alors les Anglais disent General Purpose Technology. On va traduire ça par technologie à usage universel. Si vous voulez, la raison pour laquelle finalement la vapeur, c'est le symbole de la révolution industrielle, c'est que ça sert partout. C'est-à-dire que ça sert dans la production textile, dans le filage, ça sert dans la production textile, dans le tissage, ça sert dans les transports en bateau, ça sert dans les transports par voie ferrée, ça sert dans tous les ateliers où il y a des machines-outils qui vont être entraînées par des machines à vapeur. Bref, ça sert partout, c'est-à-dire que ça transforme la production et ça augmente la productivité du travail dans pratiquement toutes les industries. Et donc, de fait, la raison pour laquelle la révolution industrielle, ça s'étale sur du temps, c'est que c'est le temps pour diffuser l'usage de la machine à vapeur dans toutes les industries. D'accord ? On commence par les transports, et puis ensuite on va dans les ateliers, et puis on va dans chacune des productions en particulier. Voilà. Bon, ceci dit, n'oubliez pas que le textile, ça a démarré sans la vapeur, et le textile, ce qui est marquant, c'est le développement de techniques de production qui permettent aussi d'économiser du travail, mais ou de produire des biens qu'on ne pouvait pas produire dans le cadre de la production domestique. Par exemple, le grand exemple de manufacture moderne en France au XVIIIe siècle, c'est la manufacture de Jouy, qui est donc sise à Jouy en Josas. Donc Jouy en Josas, c'est dans les Yvelines, là, c'est là où est maintenant l'école HEC, d'accord ? Donc c'est au pied du plateau de Saclay. Qu'est-ce qui se passe à Jouy ? Il se passe qu'un Suisse qui s'appelle Oberkampf, donc il y a une rue Oberkampf à Paris, si vous ne saviez pas ce que c'est que la rue Oberkampf, maintenant vous savez que c'est le fondateur de l'Étoile de Jouy. En fait, Oberkampf, c'était un Bâlois. Or, Bâle, c'est traditionnellement une région textile. Donc c'est un ouvrier très qualifié du textile qui vient en France pour monter près de Paris avec des capitaux qui sont essentiellement des capitaux mulhousiens, donc alsaciens. Il vient monter une usine où on va faire du coton imprimé. Et donc l'étoile de Jouy, c'est du coton imprimé, ce qu'on appelle des indiennes, puisque comme vous le savez, le tissu de coton vient des Indes, enfin, des Indes orientales, et est à la mode dans les années 1740, enfin à partir des années 1740, parce que c'est un tissu léger,
qui est agréable à porter l'été, et surtout qui ne se froisse pas comme le lin, qui est le tissu local, et qui permet d'être imprimé. Et donc les motifs imprimés, c'est mode, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, il y a des très belles indiennes de la manufacture des toiles de Jouy. On fait beaucoup de trucs à la manière de la toile de Jouy. Ce qu'on appelle la toile de Jouy, en fait, c'est un dessin en blanc ou en rouge très fin, et en général très graphique, très délié. Donc ça, vous tapez toile de Jouy sur Google, vous allez trouver sans difficulté. Si vous voulez des exemples de tissus de coton léger genre indienne, je vous envoie au musée des arts décoratifs, la rue de Rivoli, où il y a des collections impressionnantes, et où vous verrez que le coton c'est bien, et surtout ça a de la gueule. Bon voilà. Alors, ceci pour dire que la révolution industrielle, c'est pas que au Royaume-Uni, puisqu'il y a des toiles de Jouy en France. En fait, en gros, la révolution industrielle, elle va se développer après la Grande-Bretagne, elle va se développer en Europe. Dans un premier temps, la région privilégiée de développement de la révolution industrielle en Europe, ça va être en gros l'axe rhénan, quoi, d'accord? C'est-à-dire la vallée du Rhin, la Ruhr, les Pays-Bas, la Belgique et le nord de la France. Et en gros, et puis il y a aussi une révolution industrielle à l'est, aux confins de l'Autriche, la Saxe, la Bohème, la Silésie, par là, quoi. D'accord. Donc en fait, on verra concrètement comment se développent les dynamiques nationales, mais ce qu'on voit dans ces régions qui sont proches de l'Angleterre, à la fois géographiquement et en termes en termes économiques, c'est qu'on voit à peu près partout la même logique. En fait, ce sont des endroits où le travail est cher, le travail est coûteux. Pourquoi le travail est coûteux? Parce qu'en gros, ça coûte cher d'employer des gens. Vous le voyez par exemple dans le cas de la Grande-Bretagne, mais on l'avait déjà vu. Regardez ce qu'il en est à Londres. À Londres, en 1800, le salaire d'un ouvrier lui permet de s'acheter 3 fois le minimum de subsistance. Et en 1850, ce sera même 4 fois et demi. D'accord? Donc le travail est coûteux. En fait, c'est parce que le travail est coûteux qu'on va essayer de le remplacer par des machines. En plus, ce qui se passe à la fois en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre en particulier, où il y a des mines de charbon, mais aussi dans cette région d'Europe qui est le Rhin, la Ruhr, il y a aussi des mines de charbon dans le nord de la France, dans la Ruhr allemande, en Wallonie. Et donc ces mines de charbon, ça permet d'avoir de l'énergie pas chère, et donc de remplacer l'énergie chère des travailleurs humains, ou des travailleurs humains qui supervisent des chevaux, comme on l'a vu dans le cas des manèges qui actionnent des pompes, ou des machines agricoles, ou des machines industrielles. On peut remplacer cette énergie humaine ou animale par de l'énergie fossile, d'accord? Et ça, c'est spécialement intéressant quand cette énergie fossile n'est pas chère. Alors, si on regarde le prix de l'énergie, là, on est au début du XVIIIe siècle. Donc, vous allez comprendre tout de suite pourquoi la révolution industrielle commence en Angleterre. C'est parce que le prix de l'énergie, si on prend en grammes d'argent par million de BTUs, BTUs, c'est des British Thermal Units. Bon, on ne rentre pas dans le détail, mais en gros, une British Thermal Unit, c'est à peu près 1 kJ. Mais l'idée, c'est qu'une unité, on va dire, d'énergie, à Newcastle, ça vaut moins de 1 gramme d'argent. À Strasbourg, ça vaut 3 grammes d'argent. À Amsterdam ou à Londres, ça vaut 5 grammes d'argent. À Paris ou à Pékin, ça vaut 7 grammes d'argent. Donc concrètement, une unité d'énergie, ça vaut 7 fois moins cher dans le nord de l'Angleterre qu'à Paris. Donc, à Paris, les salaires sont faibles, l'énergie est chère, on fait travailler des humains. À Newcastle, les salaires sont élevés, l'énergie n'est pas chère. Donc on va se dire, plutôt que d'employer des bourrins à pousser des trucs, on va mettre des machines. Et donc c'est pour ça qu'on développe des machines, parce que c'est plus rentable. C'est économiquement plus intéressant d'avoir... Enfin, là où c'est économiquement plus intéressant d'avoir des machines que les humains. Mais ce que vous voyez, c'est que le deuxième dans l'ordre après Newcastle, c'est Strasbourg. Et Strasbourg, c'est justement dans la vallée du Rhin. D'accord? Et donc Strasbourg, justement, enfin même si à Strasbourg, c'est l'île qui passe, bon, toujours est-il que, en fait, on voit bien la région de deuxième industrialisation qui pointe son nez derrière la région de première industrialisation. Alors il y a un deuxième sujet qui est que, en fait, le charbon, vous voyez, le graphique là où il y a une courbe bleue, une courbe rouge, il montre en fait les prix du charbon de bois d'un côté et du charbon de terre de l'autre, par million de British Thermal Units. Et ce qu'on voit, c'est que ces prix sont à peu près les mêmes au début du XVIe siècle, enfin pendant tout le XVe siècle,
Au XVe siècle, ça coûte la même chose d'avoir du charbon de bois ou d'avoir du charbon de terre, par unité d'énergie au bout du compte. Le charbon de terre, c'est ce que nous appelons du charbon, d'accord ? C'est-à-dire c'est de la houille, du lignite, de l'anthracite, enfin bref, c'est tout ce qu'on va chercher dans les mines. Le charbon de bois, il faut le fabriquer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des charbonniers qui aillent dans la forêt, qui coupent des arbres, qui les mettent en forme, qu'ils y mettent le feu, et qu'une fois que tout ce qui était humide dans le bois s'est dissipé, ils arrêtent le feu pour ne garder que le charbon de bois, qui est ce que vous pouvez acheter en sac, mais que depuis l'Antiquité fait l'objet d'un commerce, puisque c'est utile d'avoir du charbon de bois, parce que c'est plus facile à utiliser que du bois vert, n'est-ce pas ? Or, ce qui se passe, c'est que, alors que les prix du charbon de terre restent à peu près constants, à Londres, eh bien les prix du charbon de bois s'envolent. Et pourquoi est-ce que les prix du charbon de bois s'envolent ? Parce que comme on coupe des arbres pour faire du charbon de bois, et puis pour faire des meubles, et puis pour faire des bateaux de guerre, pour faire des bateaux de commerce, pour faire des allumettes aussi, mais ça fait quand même moins, puis pour faire du papier, bon bref, comme on coupe du bois pour plein de choses, il y a de moins en moins d'arbres, il faut aller les chercher de plus en plus loin, et aller chercher des arbres loin, ça coûte cher. Alors que le charbon de terre, oui, il faut aller le chercher, c'est pas la porte à côté. Mais en fait, quand vous avez ouvert une mine, remplir un wagon de charbon de terre, c'est 3 coups de pic. Remplir un wagon de charbon de bois, il faut couper les arbres, il faut les mettre en tas, il faut y mettre le feu, il faut arrêter le feu, il faut ressortir le truc, il faut casser les troncs qui sont calcinés en petits morceaux. Bref, ça coûte de plus en plus cher. D'autant plus que c'est de plus en plus loin. Bref, le charbon de terre devient plus efficace que le charbon de bois en termes de production d'énergie. Bon, après, ne me dites pas, si votre barbecue est raté ce dimanche, que vous avez essayé, comme je l'ai dit, d'utiliser du lignite, d'accord ? Si vous voulez faire du barbecue, ce qui, je vous le rappelle, n'est pas bon parce que c'est cancérigène, la couche d'ozone, l'environnement, ragnagna, enfin bon, bref, vous aurez été prévenus. De toute façon, la viande, c'est mal, comme vous savez. N'empêche que c'est bon aussi. Donc, de fait, n'importe quel charbon n'est pas adapté à n'importe quelle fin, d'accord ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de l'acier avec du lignite. Vous pouvez faire de l'acier qu'avec de très bonnes qualités de charbon, comme du coke. Donc, de fait, si vous voulez, en fait, même si on voit que le prix du charbon est plutôt faible, il y a différentes qualités de charbon et il y a différents prix pour ces différentes qualités de charbon. Mais en moyenne, le charbon de terre est beaucoup moins cher que le charbon de bois. Et ce charbon de terre qui est beaucoup moins cher que le charbon de bois, c'est ça qui permet d'utiliser des machines à vapeur dans des conditions économiquement rentables. Voilà. Alors, donc, le travail est cher, l'énergie n'est pas chère grâce au charbon de terre, et puis, alors, il y a quand même un truc, c'est que fabriquer des machines à vapeur, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire que là, je pense que si on s'y mettait tous ensemble, je suis pas certain qu'on fabrique une machine à vapeur de Watt dans les meilleurs délais. Ou du moins, si on le fait, ce ne sera pas grâce à moi, je vais le dire comme ça, d'accord ? Ce sera certainement grâce à l'une d'entre vous qui va organiser le travail pour que chacun, selon ses capacités, puisse contribuer à la fabrication de la machine à vapeur de Watt, d'accord ? La force de la Grande-Bretagne, c'est qu'en 1770, ils ont Watt, et puis ils ont une organisation économique qui fait que Watt peut travailler comme ingénieur en chef et employer des ouvriers qualifiés et moins qualifiés pour fabriquer sa machine. Vous prenez la France du Sud-Ouest à la même époque, je ne veux pas vous dire que c'est des incapables, mais disons que même s'ils ont le potentiel technique, ils ne sont pas organisés pour. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. D'accord ? Donc, de fait, il faut à la fois une qualité technique des travailleurs, enfin d'une certaine population de travailleurs, et une organisation de l'activité économique qui fait que ceux qui ont la qualité technique peuvent commander à ceux qui ne l'ont pas. Et si on n'a pas ça, ça ne marche pas. D'accord ? Et donc, de fait, en Angleterre, cette alchimie dont on reparlera, elle marche bien. Alors, les Anglais ont beaucoup théorisé ça en disant qu'ils avaient les meilleures institutions du monde, d'accord, et que les meilleures institutions du monde, c'est quoi ? C'est une démocratie parlementaire où c'est le Parlement qui a le pouvoir. C'est pour ça que ce petit détail, ça vous permet de comprendre ce qui se joue en ce moment en Grande-Bretagne. Enfin, il se joue plein de choses, d'accord, mais il se joue en particulier ça. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le Parlement réagit assez vigoureusement à la tentative de suspension par le Premier ministre, c'est que c'est le Parlement qui a toujours été garant, qui depuis la Révolution britannique de 1640 et des poussières, on va dire 1649 pour aller vite, donc depuis la Révolution britannique, c'est le Parlement qui est garant des institutions démocratiques britanniques. Et on considère que ces institutions démocratiques, c'est pas seulement la liberté de parole et l'état de droit qui fait qu'on ne va pas être emprisonné de manière arbitraire, mais c'est aussi l'efficacité économique. Parce qu'il n'y a pas de spoliation, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de choses comme ça grâce au Parlement. D'accord ? Donc quand un mec... bon, enfin bref.
mais vous avez compris. Bon, alors, donc, révolution industrielle, c'est les machines. Les machines, ça a un pouvoir d'entraînement sur toute l'économie, mais ça a un pouvoir d'entraînement en particulier quand on peut substituer du capital au travail, parce que le travail est coûteux, parce que l'énergie est pas chère, et parce qu'il y a des institutions qui permettent à la fois d'avoir des travailleurs qualifiés et de donner une initiative et un contrôle sur la production, justement, à des gens qui sont à la fois qualifiés et économiquement efficaces. Bon, alors, qu'est-ce que ça produit, ça, dans l'organisation sociale? La première chose qu'on va raconter, qu'on va dire, c'est qu'en fait, ça produit la fin du putting out system. Alors, fin du putting out system, ça ne va pas être immédiat, mais ça va être graduel. Qu'est-ce que c'est le putting out system? Alors, en fait, le putting out system, on l'appelle aussi domestic system. Paul Mantoux, qui est le grand historien français de la révolution industrielle, que je vous invite à lire, à relire et à re-relire. Ce qui est très bien chez Mantoux, c'est que c'est super détaillé, super bien expliqué. Vous voyez tout par le menu. En particulier, le domestic system, vous le voyez vivre. Donc Mantoux, c'est disponible sur Google Books. Je ne l'ai pas mis sur le site parce qu'il est facile à trouver. C'est une lecture qui occupe, mais c'est une chouette lecture. Bon, donc Mantoux définit le domestic system comme étant l'industrie du Moyen-Âge, restée à peu près intacte jusqu'au seuil du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est l'industrie du Moyen-Âge? C'est des marchands fabricants, donc qui sont en gros ceux qui organisent la production, qui vont placer auprès des familles paysannes des matières premières que celles-ci vont transformer en produits finis. Donc concrètement, c'est quoi? C'est, dans le cas des mouchoirs, soit vous filez, et donc on vous donne des pelotes de coton que vous allez transformer en fil, soit vous tissez, donc vous tissez le fil et vous en faites de la toile de coton qui va servir à faire les mouchoirs, soit à la fin, vous coupez la toile, vous faites les ourlets autour, et vous repassez et vous faites le mouchoir prêt à être vendu, d'accord? Mais donc en fait, c'est des familles paysannes qui, à domicile, font les opérations de production des biens manufacturés, qui peuvent être les draps, les mouchoirs, les chemises, les boutons, d'accord? Et donc en gros, la production est faite non pas dans le cadre d'une usine, mais à domicile, dans un système où il y a un marchand fabricant qui ne fabrique rien à proprement parler, mais qui organise la fabrication, en distribuant aux familles qui travaillent pour lui les matières premières et en récupérant les produits finis et en payant au passage le travail. D'accord? Bon alors, pourquoi famille agricole? Parce que les ménages d'agriculteurs, il y a des moments creux dans l'activité agricole, en particulier l'hiver. Autant l'été, on est occupé, autant l'hiver, une fois qu'on a nettoyé, labouré, semé, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. D'autant plus qu'il pleut et il fait nuit. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc c'est à ce moment-là qu'on casse des noix et on fabrique ce qu'on fabrique pour gagner un peu d'argent. Bon. Alors attention, parce que dans le domestic system, il y a aussi du travail en milieu urbain. D'accord? Donc j'ai évoqué le cas des canuts la semaine dernière, donc des ouvriers lyonnais qui tissent, les ouvriers du textile lyonnais, c'est des ouvriers urbains. D'accord? En fait, ce domestic system, alors vous pouvez le voir de manière idyllique en vous disant c'est formidable, on est à la campagne, c'est plutôt que l'usine, c'est la vie au grand air, on est avec les petites bêtes, on peut sortir quand on veut. Enfin, il faut quand même dire que c'est des conditions de travail absolument épouvantables. Parce qu'en fait, comme les travailleurs sont séparés les uns des autres, ils n'ont aucun moyen de se concerter, aucun moyen de négocier le prix auquel ils sont payés, et aucune prise en fait sur leur activité. En général, c'est une activité de survie, et une activité de survie dont on vit mal. D'accord? Donc en particulier, il y a un roman de Thomas Hood, publié en 1843, qui s'appelle The Song of the Shirt, le chant de la chemise, d'accord, qui décrit l'histoire d'une couturière, qui est donc une couturière à domicile, c'est-à-dire qu'elle a son marchand fabricant qui lui apporte du tissu de coton et du fil, et elle fait ses chemises. Et en fait, elle est épuisée par son travail parce qu'elle travaille beaucoup pour donner à manger à ses enfants. Comme elle n'y arrive plus, elle finit par mettre en gage les chemises qu'elle avait terminées. Alors qu'est-ce que c'est que... Vous savez, en fait, ça existe encore, les prêteurs sur gage. Le Crédit municipal de Paris fait encore ça. Concrètement, quand vous voulez emprunter de l'argent, vous pouvez soit aller voir un usurier. Ça, en général, il vous envoie des emails en vous disant « je vous prête 3 000 € de manière tout à fait discrète et un très bon taux d'intérêt ». Donc ça, en français, ça s'appelle la mafia, d'accord? C'est complètement illégal. Non, mais c'est la mafia, concrètement. C'est la mafia parce qu'il n'y a pas de contrat écrit, et le gars qui va venir récupérer le pognon, c'est un tueur à gages. Donc voilà. Ou son frère, il est tueur à gages. Lui, il va juste vous taper dessus. Donc ça, c'est la méthode mafieuse. Mais la méthode un peu moins mafieuse, c'est quand vous voulez vous procurer de l'argent, vous allez
dans ce qu'on appelle le monde piété, ou le prêteur sur gage, ou ma tante, quand on ne veut pas donner son nom. Et vous mettez un bien en gage, en échange de ce gage, vous obtenez de l'argent, et vous avez une durée pendant laquelle, si vous remboursez, eh bien, vous pouvez récupérer votre bien. À l'échéance de cette durée, le bien est vendu, et la créance est éteinte de cette manière-là, par la vente du bien. Bon, donc, le prêt sur gage, pound broking en anglais, d'accord, ou le prêteur à gage, pound shop, c'est évidemment une figure de l'Angleterre du 19e siècle. Et là, l'histoire de cette pauvre couturière, c'est qu'elle va prêter à gage les chemises qu'elle a terminées, en se disant, je vais en mettre la moitié à gage, et puis quand je vais revendre l'autre moitié, j'aurai assez pour pouvoir racheter les premières, et puis en fait, elle n'arrive pas à récupérer les chemises qu'elle a mises en gage. Donc, elle ne peut pas rembourser le fabricant à qui elle a acheté le coton pour faire les chemises. Et donc, en fait, on la met dans une prison pour les pauvres, on met ses enfants à l'orphelinat, elle meurt dans la... Enfin, en gros, c'est la version anglaise des Misérables, d'accord, vous l'avez compris. Donc, elle ne vend pas ses dents et ses cheveux comme Cosette, mais c'est l'idée, quoi. Voilà, donc, si vous aviez oublié, les Misérables, c'est... En France, il y a les Misérables et sans famille, et puis un peu les mystères de Paris, d'accord. Mais tout Dickens, c'est ça, d'accord. C'est des histoires de misère de la classe ouvrière qui vit dans des conditions absolument épouvantables parce qu'on est pressuré par des conditions de travail terribles. Alors ça, c'est la classe ouvrière à l'ancienne dans le domestic system, d'accord, ou dans le putting out system, où en fait, soit on est ouvrier à domicile à temps plein, soit on est paysan ouvrier et on a à la fois des revenus de l'activité agricole et des revenus de l'activité domestique. Bon, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où vous avez une machine, enfin un moulin à eau, une machine à vapeur, ben, on va pouvoir concentrer dans l'atelier des machines qui sont des machines techniques qui sont plus efficaces que le travail à domicile. Et donc du coup, on va rassembler les gens dans une factory, on va appeler ça en français une manufacture. On rassemble les gens dans la manufacture et on voit se développer le système manufacturier, donc le factory system, où là, il va y avoir une classe ouvrière qui, au lieu d'être dispersée, va être concentrée dans un bâtiment qu'on va ensuite appeler l'usine, mais dans un premier temps, on va l'appeler la manufacture. D'ailleurs, ce dont je vous ai parlé, tout à l'heure, l'exemple d'Oberkampf, c'était la manufacture des toiles de Jouy. D'accord. Bon, et donc, ce qui est évident, c'est que si vous mettez une mule à 128 bobines dans une manufacture, ça va mettre au chômage, bonjour, 2 ou 3 ou 4 fois 128 fileuses à domicile qui travaillaient moins vite que la mule. D'accord. Bon, et donc il y a un transfert d'emploi de l'emploi à domicile vers les manufactures, avec au passage une phase de chômage pour les travailleurs à domicile, qui se traduit évidemment par des conséquences sociales compliquées, puisque, on l'a vu, les canuts se sont révoltés en 1841. Et quand je dis les canuts se révoltent, il faut comprendre que ces personnes qui se révoltent, c'est pas juste... c'est pas comme les camarades cheminots qui disent « ouais, on va se mobiliser pour la défense des retraites et donc on va se mettre en place ». Là, c'est des gens qui savent qu'ils n'auront plus de boulot. Donc, ils vont crever de faim. Donc, quand vous savez que vous allez crever de faim et que vous savez que vos gosses vont crever de faim, l'intensité de la mobilisation n'est pas exactement la même. C'est-à-dire qu'on peut vous envoyer des soldats avec des fusils qui vous tirent dessus et qui font 15 morts, ça ne vous empêchera pas de revenir manifester le lendemain. Parce que de toute façon, mourir sous les balles ou mourir de faim, c'est mourir de toute manière. Donc, si vous voulez, l'ampleur des conflits sociaux n'a évidemment rien à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des émeutes de la faim avec des gens désespérés qui sont prêts à mourir. Bon. Du coup, c'est un peu moins fun qu'aujourd'hui. Alors, il y a quand même que la première réponse qu'on peut imaginer face à l'installation des machines, ça va être de dire que c'est les machines qui créent le chômage, et donc d'agir contre les machines. D'accord ? De fait, ça commence dans les années 1810 en Angleterre, c'est-à-dire que, avec en gros, dans les années 1810 en Angleterre, les machines qui se généralisent dans l'industrie textile d'une part, et les machines qu'on commence à installer dans la construction mécanique d'autre part pour fabriquer plus facilement des fusils, des canons, etc., ça fait quoi ? Ça fait que, alors c'est en particulier, en fait, dans le filage et dans le tissage textile que ça va se développer. Mais en gros, ceux qui étaient les tondeurs, ceux qui tondaient les moutons, ceux qui filaient à domicile, ceux qui tricotaient à domicile la laine, ceux-là voient leur boulot partir dans les usines. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se réunissent en sociétés secrètes et ils se promettent de détruire les machines dans les usines, en fait, pour empêcher les usines de bosser.
D'accord? Bon, alors, ceux-là, ils vont s'appeler les ludites en anglais. En français, on dit ludiste, d'accord? Enfin, en français, on parle plutôt du ludisme, d'accord? Mais donc, les ludites, en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent comme ça? Ben, soit parce qu'ils font référence à un Ned Ludd qui aurait cassé les machines dès 1779. Enfin, il n'y a pas d'existence attestée de ce Ned Ludd, mais il se raconte ça, d'accord? Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux qu'il n'y a pas de fake news. Soit il y aurait un chef qui leur donnerait des ordres, qui serait le General Ludd ou le King Ludd, d'accord? Qui serait en fait dans la forêt de Sherwood, où vous savez qu'il y a aussi Robin des Bois, d'accord? Bon, donc, de fait, donc, dans la forêt de Sherwood, il y a à la fois Robin des Bois et Lord Ludd, ou King Ludd, qui ordonnent aux ludites d'aller casser les machines. Pourquoi? Ben pour éviter de casser le marché du travail, puisque c'est les machines qui font le chômage. Et alors, cette idée que c'est les machines qui font le chômage, bon, alors c'est un gros sujet pour la théorie économique, je ne sais pas où vous en êtes de la lecture de Ricardo, mais vous verrez bientôt que dans la version de 1821 des principes d'économie politique et de l'impôt, il y a un fameux chapitre 31 sur les machines. Et donc Ricardo change d'avis et comprend entre 1817 et 1821 que les machines font effectivement du chômage. Les ouvriers l'avaient compris avant, et c'est pour ça qu'ils décident de casser les machines. Alors il faut comprendre que casser les machines, ça a des conséquences assez violentes, d'accord? C'est-à-dire que déjà, quand vous faites des manifs, on vous envoie l'armée qui vous tire dessus, alors quand vous cassez les machines, on vous envoie les forces spéciales, d'accord? Donc de fait, casser les machines, c'est pas rien, quoi. C'est pas on va faire un truc à Tolbiac et puis on va taguer pipi caca sur les murs. Hein. C'est la vraie lutte des classes, d'accord? Voilà, bon. Donc, en fait, le ludisme, c'est quand même... Quand vous ajoutez là-dessus la fin des guerres napoléoniennes, le chômage dans l'agriculture, le retour des démobilisés, etc., vous voyez que l'ampleur de la crise sociale britannique au milieu des années 1810 est quand même importante. Bon. Donc, je ne vais pas centrer le cours là-dessus parce que ce n'est pas l'histoire économique, mais je veux simplement indiquer que c'est une période qui est intéressante pour la bonne raison que c'est la prise de conscience de ce que c'est que le chômage technologique. Or, la difficulté du chômage technologique, c'est qu'il est évident pour tout le monde que la révolution industrielle, les résultats sont globalement positifs. C'est-à-dire que de fait, après la révolution industrielle, ce qu'on a vu, c'est que l'espérance de vie a augmenté de au moins 100%. On ne sait pas 200% dans le cas de la France. La production matérielle a augmenté dans des proportions considérables. Tout le monde a à manger, tout le monde est soigné, tout le monde est vacciné, tout le monde peut s'habiller. Enfin bon, bref. Il n'y a absolument pas à dire sur le fond que ça ne va pas. Bon, ça pose d'autres problèmes qui sont la surpêche, la pollution, la faim dans le monde, le manque d'amour, tout ce que vous voulez, mais les problèmes, on les résout dans l'ordre. Il vaut mieux que les gens vivent plutôt qu'ils ne meurent. Et donc, une fois qu'ils vivent, on va s'occuper de ce qu'ils vivent dans un monde propre. D'accord ? Bon, mais donc, la révolution industrielle, à moyen terme, elle a eu des conséquences bénéfiques pour à peu près tout le monde. Mais en revanche, dans son développement, elle a fait des perdants. Et les perdants, c'est évidemment tous ceux dont les métiers ont disparu, parce que les machines étaient beaucoup plus productives qu'eux. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce cas de révolution industrielle, c'est qu'on se rend compte que les transformations de l'économie française que nous sommes en train de vivre depuis en gros 70 ans, c'est à peu près pareil. Parce que d'abord, on a fait des tracteurs qui faisaient qu'il y avait besoin de beaucoup moins de monde pour labourer, et donc les agriculteurs se sont retrouvés au chômage. Alors pour les agriculteurs, ça n'a pas été compliqué. On les a tous mis à la retraite d'office, ou presque, d'accord ? Enfin, en gros, on a dit aux mecs de 60 ans et plus, vous allez pouvoir avoir une retraite. C'était dans les années 50. Comme la retraite, ils ne savaient même pas ce que c'était, parce que personne n'en avait jamais eu avant, on leur proposait de prendre une retraite sans même avoir jamais cotisé, ils n'étaient pas mécontents. Mais après, ça a été la crise des années 70, on s'est mis à robotiser la production, et donc il y a des salariés qui se sont retrouvés au chômage, avec l'apparition du chômage de longue durée. Là, ça a été le début du chômage technologique. Et puis maintenant, ce qu'on est en train de voir arriver, c'est des gens qui ont des qualifications d'enseignement supérieur, donc qui ont des diplômes, y compris des masters, qui sont en train d'être mis au chômage parce qu'on met de l'intelligence artificielle à la place de quoi ? À la place des avocats juniors dans les cabinets d'avocats, parce que pour la rédaction d'actes, on a maintenant des programmes qui rédigent des actes juridiques simples, ou bien dans les cabinets de notaires, on a des trucs d'intelligence artificielle qui font des actes notariés simples. Bon, après, il faut les vérifier, les signer, mais on économise de la main-d'œuvre, parce que sur les marchés financiers, il y a des opérations de back ou de middle office qui sont faites par l'intelligence artificielle. Bref, on est en train de on est en train de vivre une nouvelle phase de chômage technologique, avec des pertes d'emplois. Donc on est certain qu'économiser de la main-d'œuvre, c'est bien, parce que ça fait que, grosso modo, tout le monde va pouvoir
accéder à des niveaux de consommation plus importants. Et si cette consommation, c'est pas juste des trucs débiles qui sont avoir des iPhone 48 et des Ferrari qui font 3000 chevaux, bah, si c'est bien réparti, ça veut dire que tout le monde va être plus heureux. Mais en attendant, il y a un problème qui est que les gens perdent leur boulot. Et que ceux qui perdent leur boulot, ils ne sont pas du tout gagnants. D'accord ? Et donc, ce qui est paradoxal, c'est que, bien sûr, la révolution industrielle, le résultat qu'on voit, c'est que tout le monde y a gagné. Enfin, du moins, une fois que sont morts ceux qui y avaient perdu, tous les survivants, eux, ils y gagnent. D'accord ? Mais le problème, c'est que ça prend un certain temps, quoi. Et donc, ça prend un certain temps. Et donc, quand on le vit dans le temps, dans la temporalité du présent, dans la temporalité historique, c'est pas du tout un processus où tout va bien. C'est un processus où il y a des gens qui perdent leur boulot, qui ne savent pas ce qu'ils vont bouffer demain, qui ne savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants, qui sont obligés d'aller faire la manche, à qui on enlève leurs gosses parce qu'ils n'ont pas les moyens de les nourrir, qui sont obligés d'aller faire des boulots horribles dans des conditions atroces où ils vont avoir des maladies professionnelles dont ils vont mourir. Enfin bref, c'est pas une histoire rose, d'accord ? Et donc Les Misérables, c'est pas juste un truc qu'on vous a fait lire en quatrième, et faut chier, Les Misérables. Non, non, c'est aussi une histoire par laquelle on est en train de repasser dans d'autres modalités, parce que le chômage technologique, il est le compagnon obligatoire de tout progrès technique. Et donc le sujet des révolutions techniques, c'est comment on fait pour transformer un chômage technologique qui est potentiellement délétère en gros, comment on fait pour former la main-d'œuvre et pour créer de la demande pour pas que les gens restent dans le chômage technologique. Voilà. J'espère qu'on le fait un peu mieux qu'on ne l'a fait dans les années 1810. Bon, alors, revenons à notre affaire. Le passage du domestic system au factory system, c'est donc qu'on crée des usines. Dans ces usines, il y a des usines qui sont symboliques de ce qu'est la révolution industrielle, ou plutôt des phases successives de la révolution industrielle, et donc qui deviennent en quelque sorte mythiques. Ces usines mythiques, c'est quoi ? C'est la manufacture des toiles de Jouy, donc créée par Oberkampf, et où on fait du tissu de coton imprimé. Donc là, il n'y a pas de machine à vapeur, il n'y a pas de procédé productif extraordinaire. Si, il y a du tissage avec des navettes volantes, donc on tisse plus vite que sur les métiers à bras. Il y a qu'on a des méthodes d'impression des tissus qu'on ne peut pas avoir à domicile parce que ça coûte trop cher. Donc c'est des gros rouleaux qui sont gravés à la main. Donc il y a des méthodes modernes mais qui ne sont pas bouleversantes. Sauf que, justement, pour avoir des dessinateurs qui vont faire les bonnes gravures, qu'on va savoir graver sur les bons rouleaux, on change les rouleaux toutes les saisons parce que la mode change, etc. Pour ça, il faut du capital. Et ça, vous ne pouvez pas faire ça à domicile. Ensuite, il y a Caille, ce qu'on a appelé ensuite FIV Lille. Caille, en fait, c'est une entreprise de mécanique où on fait en gros des aciers fins. Et donc, au début, on fait de la serrurerie, mais surtout, après, on fait des locomotives. Donc, le premier producteur de locomotives en France, c'est Caille. Et en fait, Caille, ce qu'il fait au départ, c'est qu'il prend des brevets britanniques et il produit des locomotives britanniques sous licence à Lille. Voilà. Mais donc ça, c'est une entreprise symbolique du développement des chemins de fer. Ensuite, Schneider. Bien sûr, ça s'écrit Schneider, mais on ne dit pas Schneider, parce que Schneider, c'est en allemand. Donc en français, on dit Schneider. Schneider au Creusot, c'est encore de la sidérurgie, mais là, c'est de la sidérurgie lourde. Si vous vous souvenez du cours de la semaine dernière, Schneider, c'est le gros marteau-pilon. D'accord ? Donc le gros marteau-pilon, c'est une grosse machine à vapeur qui permet de forger de l'acier, et de forger des pièces importantes. Donc en particulier, de faire des blindages pour les navires. D'accord ? Puisque les blindages pour les navires, c'est de l'acier sémenté, et l'acier sémenté, il est forgé à haute température. Ensuite, les usines Renault à Boulogne. Alors, Schneider au Creusot, c'est autant les toiles de Jouy, on l'a dit, c'est les années 1770, autant Caille, c'est les années 1830, autant Schneider, les grandes années de Schneider, c'est entre 1840 et 70, quoi. Les chocolats Meunier à Noisiel, vous voyez ce que c'est ? Maintenant, c'est le siège de Nestlé France. En fait, c'est des usines en briques qui sont super belles parce que, comme c'est des briques qui sont posées en fait, sur des armatures métalliques, les briques sont essentiellement décoratives. Donc il y a des motifs de couleurs dans les briques. Et les briques sont distribuées de manière artistique. Enfin, c'est vraiment vachement chouette. Donc vous pouvez aller visiter ça parce que c'est pas loin de Disney, mais c'est ouvert au moment des journées du patrimoine. Et sinon, il y a des fragments de parements de murs au musée d'Orsay qui montrent l'appareil de briques des usines Meunier à Noisiel. Donc Meunier, c'est le chocolat Meunier, vous savez, celui qui est dans les paquets verts. Les usines Renault à Boulogne, c'est pas la peine de les présenter, sauf qu'il n'y a plus d'usine Renault à Boulogne maintenant. Enfin, Boulogne, c'est le démarrage historique de Renault. Donc Renault, vous vous souvenez, c'est les gens qui fabriquent des voitures, d'accord ? Et ils fabriquent des voitures depuis la fin du 19e. Et donc, de fait, les usines Renault à Boulogne ont été, en France, pendant longtemps, ça a été le symbole de la classe ouvrière, d'accord ?
C'est-à-dire qu'en gros, les grèves de 36, les conquêtes sociales de 36, les conquêtes sociales de la Libération, les grèves de 68, tout ça c'est Renault à Boulogne. Voilà. L'équivalent russe, c'est les usines Poutilov à Pétersbourg, 20 000 ouvriers. Bon, aujourd'hui, une usine de 20 000 ouvriers, vous dites, ouais, bon, et alors, ils sont combien chez Google? Bon, d'accord, mais n'empêche que 20 000 mecs au même endroit, par rapport à ce qu'étaient les petits hauts fourneaux de campagne où vous aviez en gros 4 ou 5 ouvriers, 20 000 ouvriers dans des usines sidérurgiques, c'est énorme. Ça veut dire aussi que quand ils vont faire la grève, et quand ils vont réunir le soviet, et qu'ils vont voter l'émotion des bolcheviks, il va y avoir 20 000 mecs en armes devant le palais d'hiver, d'accord? Donc c'est aussi ça que ça veut dire, c'est qu'il y a des potentiels de mobilisation qui ne sont pas les mêmes. Bon, et puis la dernière usine symbolique, c'est l'usine Ford à Highland Park dans le Michigan. Pourquoi est-ce qu'elle est symbolique? Parce que c'est là que Ford va mettre en place le convoyeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la chaîne de montage, d'accord? À partir de 1913. Donc ça, c'est les grandes usines qui sont les symboles de la révolution industrielle. Mais vous voyez qu'avec le convoyeur de Ford, on est en train de basculer dans la deuxième révolution industrielle. Pourquoi? Parce qu'il est clair que l'usine Ford, c'est plus une usine à vapeur, c'est une usine électrique. C'est une usine électrique parce que le convoyeur est tellement long qu'il n'y a plus la place de mettre un arbre de transmission de machine à vapeur. C'est des machines-outils électriques. Hein, d'accord, c'est des machines-outils. Mais d'ailleurs, on peut même dire la troisième révolution, parce que chez Renault à Boulogne, dès 1946, il y a des machines-outils à commande numérique. D'accord? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Bézier, le mec qui s'appelle Bézier, qui a inventé les courbes de Bézier. Et en gros, le truc qui permet une définition vectorielle d'une courbe, c'était un ingénieur de chez Renault qui programmait les machines-outils à commande numérique pour qu'elles puissent suivre des trajectoires qui n'étaient pas des trajectoires rectilignes. Fin de la parenthèse. Bon, bref, ce qui importe dans tout ça, c'est qu'on rassemble beaucoup d'ouvriers, avec la question de savoir, mais on a beaucoup parlé de mine, est-ce que la mine est une usine? Et la réponse, c'est oui, la mine, c'est une usine aussi. Parce qu'en fait, la mine, c'est pas juste des mecs qui grattent au fond d'un trou, d'accord? C'est aussi qu'une fois que les mecs, ils ont gratté dans le trou, ils mettent le charbon dans des wagonnets, on pousse le wagonnet jusqu'à l'ascenseur remonte, à la sortie, on vide le wagonnet, on trie, on lave, on met dans des sacs, on prépare l'expédition. Et en fait, les opérations à la surface, les opérations de tri, de nettoyage, de mise de conditionnement, etc., ça emploie plus de monde qu'on en emploie en bas. En plus, c'est très bien, parce que figurez-vous que les bons hommes, ils sont à ramer au fond de la mine, là où il fait 50 degrés, et où vous attrapez la silicose parce que vous respirez la poussière. Mais pendant ce temps-là, les gamins, ils trient, ils lavent le charbon à la flotte, et comme ça, eux aussi, ils attrapent la maladie du charbon, et puis plein de saloperies cutanées parce qu'ils sont dans l'eau en permanence. Et puis les femmes, elles mettent le charbon dans les sacs, hein, et puis comme ça, elles aussi, elles sont pleines de charbon le soir. Donc comme ça, toute la famille en profite. Voilà. Bon, donc la mine est une usine qu'on repère à son chevalement caractéristique. Et donc le chevalement, je vous rappelle, c'est l'espèce de potence au-dessus de laquelle il y a une grande poulie qui sert à faire descendre l'ascenseur dans la mine. Donc dès que vous voyez cette espèce de structure métallique sur laquelle il y a une grande poulie, vous savez que c'est un chevalement de mine. Donc c'est la poulie qui fait descendre l'ascenseur par lequel les mineurs descendent et le charbon remonte. Voilà. Bon, alors dans la suite, moi je vais essentiellement vous parler de la France parce que en fait, j'ai un biais, c'est que quand j'ai étudié l'histoire de France et du coup c'est ce que je connais. Et puis en fait, je vois pas l'intérêt de mettre le projecteur sur l'histoire allemande. Je devrais peut-être, pour des raisons de vous familiariser avec le reste de l'Europe, mais écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans l'usine, c'est pas seulement qu'on y travaille, c'est qu'il faut comprendre en gros ce que c'est que la journée de travail. La journée de travail dans les usines du 19e siècle, c'est normalement 12 heures, enfin en fait c'est plus de 12 heures. C'est souvent 14 à 16 heures. Se pose la question de savoir comment on peut travailler 14 à 16 heures. Parce que vous pouvez essayer. Hein. Vous, je sais pas, vous êtes peut-être des surhommes ou des surfemmes. Mais disons que moi, au bout de 14 heures, ma productivité commence à baisser beaucoup. D'accord ? Et donc, il vaut mieux que je fasse autre chose. Comme jouer à des jeux vidéo, boire du vin en regardant la télé, ou n'importe quoi, mais pas bosser. D'accord ? Ou dormir aussi, ça peut servir. Bon, donc, il va de soi qu'aucun patron, enfin, aucun être humain normalement constitué qui aurait une expérience de l'humanité n'aurait envie de faire travailler des ouvriers pendant 16 heures. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux les faire travailler moins. Mais le problème, les ouvriers, comme vous le savez, c'est que si vous leur laissez du temps libre, ils commencent à faire des conneries. Genre, revendiquer, boire, ne pas aller à la messe, battre leur femme, enfin bref, tout un tas de trucs qui font que, en fait, il vaut mieux qu'ils soient à l'usine parce que là, au moins, ils ne font pas de conneries.
Non, mais en fait, je blague pas. C'est évidemment les problèmes principaux. Alors, les problèmes principaux, vous allez dire naturellement que le problème principal, c'est l'alcoolisme des ouvriers et leur immoralité. Mais le problème principal, c'est que, un, ils risquent de s'organiser, de se parler, de se dire ouais, quand même, le contremaître, c'est vraiment un sale con. Bon, d'accord. Donc, du coup, on va faire une pétition. Non, on ne fait pas de pétition, on travaille 16 heures par jour. Le deuxième truc, c'est que si en plus ils ont du temps, ils vont avoir tendance à se dire mais j'ai du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me cultiver un jardin, comme ça j'aurai des fruits et des légumes, et puis les épluchures, je vais les donner à un cochon, comme ça j'aurai de la viande, et puis comme ça finalement j'aurai de quoi bouffer. Donc en fait, mon salaire, ce sera pour les extras, mais finalement, j'ai pas besoin d'aller bosser à la mine. Alors ça, si vous n'avez pas besoin d'aller bosser à la mine et que vous commencez à négocier vos conditions d'emploi, on n'a pas fini. Donc pour être sûr que vous ne parliez pas entre vous et que vous ne puissiez pas avoir une autre activité économique rémunératrice, on met des journées de 16 heures où il n'y a pas le droit de travailler quand vous êtes au boulot. Voilà. Et si vous parlez, vous avez une amende. Parce que c'est dans le règlement de l'usine. Donc comme ça, vous ne parlerez pas. Donc en fait, on va dire que les conditions de travail ne sont pas super agréables. Bon alors heureusement quand même, à l'occasion de la Révolution de 1848, le président prend un décret qui fixe la journée de travail à 10 heures, 6 jours par semaine. Naturellement, le dimanche, on ne travaille pas puisque c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Je vous rappelle que la séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905. Donc en 1848, le dimanche étant le jour du Seigneur, eh bien, le dimanche est chômé. Voilà. Bon, en fait, on se rend compte en septembre 1848 que quand les gens ne travaillent que 10 heures par jour, c'est le bordel. Donc on abrège le décret et on se remet à travailler comme de juste 16 heures par jour. Avec une petite exception quand même, c'est que depuis 1841, la journée de travail des enfants de 8 ans est limitée à 8 heures par jour. Enfin quand même. Hein. 8 heures par jour pour les enfants de 8 ans, ça paraît suffisant. D'accord. Et puis je vous rappelle qu'à partir de 13 ans, c'est 12 heures par jour. Enfin, voilà. Alors la grande loi sociale. Alors le problème, c'est que de toute façon, en fait, la loi de 1841, personne ne l'applique. Hein, donc, sur le papier, les enfants n'ont pas le droit de travailler plus de 8 heures, mais en vérité, ils travaillent ce qu'on veut leur faire travailler. Il n'y a pas d'inspecteur du travail, ou quand il y a des inspecteurs du travail, ils se font recevoir à coups de fusil. Donc voilà. La grande loi sociale, c'est la loi Mirand, qui fixera donc la durée de travail de la semaine à 70 heures maximum, avec pas plus de 11 heures par jour. Donc en gros, c'est 11 heures par jour et 4 heures le dimanche. Comme ça, c'est pas compliqué. Le dimanche, le matin, vous allez à la messe et l'après-midi, vous venez à l'usine. Hein, c'est bien, non? Voilà. Et ceux qui n'iront pas à la messe, ils seront privés de bonus. Voilà. Alors ça donne quoi Alors, le truc, c'est que, en fait, il y a des lois qui ne sont pas appliquées. Donc on a du mal à savoir exactement ce qui se passe. Mais il y a en gros des historiens américains qui ont mesuré le temps de travail concret. Et le temps de travail concret aux États-Unis, c'est en gros 70 heures par semaine au milieu du 19e et 60 heures par semaine à la fin du 19e. La raison essentielle n'étant pas tant les lois sociales que le fait qu'il y a eu une crise économique qui a abouti à faire diminuer la durée du travail dans les entreprises. D'accord ? Il y a une crise économique aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, dans les années 70-80. Bon, mais donc en fait, la durée de travail, la durée normale de la journée de travail, c'est bien de l'ordre de 12 heures jusqu'aux années 70. Quoi. Et évidemment, si la journée de travail dure ça, c'est pour une seule raison, c'est pour éviter que les ouvriers puissent faire autre chose que bosser à l'usine. Donc de fait, la condition de la classe ouvrière n'est pas super agréable. Personnellement, je vous la déconseille. Si vous aviez le choix. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école. Enfin, ça, vos parents, ils vous l'ont dit. Bon, alors ça, c'est une chose est de dire que les conditions de travail, enfin que la durée du travail est longue. Une autre chose est de constater les conditions de travail. Alors les conditions de travail, on les connaît en particulier parce que on a des médecins hygiénistes qui ont fait des enquêtes dans les usines, enfin dans les manufactures. D'où en particulier le fameux livre de Villermé de 1830 qui s'appelle « De l'état physique et moral des ouvriers dans les manufactures de coton ». Les manufactures textiles, pardon. Je ne sais pas si j'ai mis la référence, non, je ne l'ai pas mis, il faudrait que je la mette. Bon, mais donc, il y a un livre de Villermé, qui est donc un médecin français, et académicien français d'ailleurs aussi, qui a dénoncé en 1830 l'état physique et moral des ouvriers dans les manufactures textiles. Pourquoi ? Parce que dans les manufactures, il fait très chaud. Il fait très chaud, pourquoi ? Parce qu'il y a une machine à vapeur.
Et parce que, dans le cas du textile, en tout cas, il y a des machines à vapeur. Dans le cas de la sidérurgie, il y a un haut fourneau, donc un haut fourneau, ça chauffe. En prime, avec un peu de chance, il y a un bruit absolument terrifiant. Pourquoi il y a un bruit absolument terrifiant? Parce que les machines, elles ne sont pas du tout optimisées pour être silencieuses. Bon, alors, la sidérurgie, évidemment, quand vous avez un laminoir ou un marteau pilon, je ne vous fais pas un dessin du boucan que ça peut faire. Mais même les machines textiles, c'est des machines qui font beaucoup de bruit, surtout quand il y en a 40 dans un atelier, d'accord. En plus de la chaleur, il y a souvent de l'humidité, d'accord, parce que par exemple le filage il se fait à chaud, parce qu'on file mieux le textile à chaud qu'à froid. Avec un peu de chance, il y a de la poussière. En gros, s'il n'y a pas d'humidité, l'intérêt de l'humidité, c'est que ça fixe la poussière. S'il n'y a pas d'humidité, vous avez de la poussière, donc dans les mines. Les chantiers des tunnels aussi, c'est pas mal, c'est une assez bonne chose. Ou bien l'activité de polissage, c'est une activité très sympathique, puisque comme vous poncez très fin, vous avez une poussière très fine, et la poussière très fine, c'est bien, parce que comme vous le savez, ça se met dans les alvéoles, et ça vous file des maladies pulmonaires. Voilà. Donc c'est bien, donc tout ça, ça entraîne des maladies professionnelles, dont je vous rappelle qu'en France, elles ont été reconnues en 1945, mais avant, allez vous faire cuire un œuf. C'est-à-dire, allez vous faire cuire un œuf, c'est-à-dire concrètement, avant, vous avez une maladie professionnelle, c'est dommage pour vous, hein, parce que ça veut dire que vous ne serez indemnisé d'aucune manière. Donc si cette maladie professionnelle vous empêche de travailler, eh bien vous n'avez plus de travail, mais dans tous les cas, si vous voulez vous soigner, c'est avec vos revenus, ou avec votre fortune personnelle. Donc en gros, la vie d'ouvrier au 19e, c'est soit vous êtes jeune et en bonne santé, soit ça ne va pas être drôle. D'accord ? Alors il y a en particulier un certain nombre de professions qui sont assez intéressantes. Je voudrais vous donner deux exemples. Par exemple, les cérusiers. Alors, qu'est-ce que c'est que les cérusiers? C'est les gens qui travaillent à mettre du blanc de céruse. Le blanc de céruse, en français, c'est du carbonate de plomb. D'accord. Donc, le carbonate de plomb, ça a un intérêt, c'est que ça fait un blanc très blanc. Alors, pas plus blanc que le dioxyde de titane qu'il y a dans les dentifrices et qui colore à peu près tous les plastiques blancs. Mais le problème du dioxyde de titane, c'est que c'est coûteux. Alors que le carbonate de plomb, ça coûte que dalle. Et donc, dans les procédés industriels, au 19e, on emploie du carbonate de plomb. Mais le problème du carbonate de plomb, c'est que, comme vous le savez, comme toujours le plomb, ça se fixe sur le foie et ça file des cancers du foie. Et les cancers du foie, quand on ne sait pas les soigner et qu'on n'a pas les moyens, on en meurt. Et donc, l'espérance de vie des ouvriers cérusiers, mais ça tout le monde le sait, c'est 10 ans. Vous commencez à bosser dans une manufacture de blanc de céruse, où vous peignez donc avec un pigment au carbonate de plomb, vous savez que vous serez mort dans moins de 10 ans. Question, qui accepte de faire un boulot pareil? Eh bien, réponse, alors c'est là que ça peut servir de lire Les Mystères de Paris. Donc, Les Mystères de Paris de Gensu, ça moi j'ai lu ça quand j'avais votre âge. C'est pas super excitant, mais vous vous dites, quand vous lisez un truc comme ça, vous dites que vous avez bien fait de naître après 1840. Voilà. En effet, le héros des Mystères de Paris, il a été mis en prison suite à une erreur judiciaire, et quand il sort de tôle, eh bien comme c'est marqué sur son livret ouvrier qu'il a été en tôle, il a du mal à trouver du travail. Et il ne trouve du travail que dans une manufacture de blanc de céruse. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les derniers endroits où on va bosser, parce que sinon on crève de faim. Voilà. Alors pourquoi on crève de faim? Si vous vous souvenez des Misérables, c'est là que ça sert d'avoir lu, ça donne des exemples. Vous vous souvenez de ce qui se passe avec Jean Valjean dans Les Misérables? Voilà, aux galères. Donc de fait, vous volez du pain, on vous envoie aux galères. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de quoi vous acheter du pain, en principe, c'est que vous avez faim. Aujourd'hui, maintenant, il y a une jurisprudence d'un tribunal d'instance à Poitiers, il y a une vingtaine d'années, une mère qui avait volé dans un commerce alimentaire pour nourrir ses enfants a été relaxée quand même par un tribunal, d'accord? Mais à l'époque dont on parle, vous volez du pain pour donner à manger à vos enfants, on vous envoie aux galères et on met les enfants à l'orphelinat, d'accord? Et les galères, c'est pas très drôle, d'accord? Ça veut dire concrètement, vous êtes enchaîné à une rame dans un navire de combat où vous servez de moteur. Et si vous ramez pas assez vite, on vous fouette. Alors vous me direz, mais oui, mais vous avez parlé des machines à vapeur. D'accord, mais les machines à vapeur, dans les navires, ça arrive dans les années 1830-1840. Il reste encore des galères, parce que les galères, ça a l'avantage d'être très manœuvrant. Parce que les galériens, ils rament pour de bon. Donc c'est pas des conneries, hein. C'est-à-dire qu'il y a encore des types qui sont condamnés à aller ramer toute leur vie parce qu'ils ont piqué un pain. Alors il y a un autre boulot qui est sympa, c'est les manufactures d'allumettes. Les manufactures d'allumettes, vous dites, vous êtes complètement con, les manufactures d'allumettes. Oui, sauf qu'en fait, dans les manufactures d'allumettes, on trempe les allumettes dans du phosphore blanc, qui est blanc quand il est chaud et puis qui devient rouge quand il refroidit. Bon, et alors? Eh bien, en fait, le phosphore blanc, il est volatile,
et il y en a dans l'air. Et les gens qui respirent le phosphore blanc, pas de bol, en fait, ça crée la nécrose de la mâchoire inférieure. C'est-à-dire, concrètement, l'os de votre mâchoire, il pourrit. La gencive d'abord, et ensuite l'os. Et donc, ça pourrit. Alors, quand je vous dis ça pourrit, c'est vous enlevez des morceaux pourris de votre bouche. Donc, déjà, c'est sympa. Là, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube, oh, j'enlève des morceaux pourris de ma bouche. Bon, mais il y a un deuxième problème, c'est que quand votre mâchoire elle est pourrie, vous ne pouvez plus mastiquer. Et donc, vous mourrez de faim. Sympa, non? Et n'empêche qu'on trouve des ouvriers pour aller bosser là-dedans. Donc, en fait, Les Misérables, c'est beaucoup moins dégueulasse que ce qui se passe à l'époque où Hugo écrit. Donc, de fait, la condition ouvrière, c'est un truc, mais vraiment atroce. Là, clairement, la réalité dépasse la fiction. Mais c'est ça où je crève de faim. Bon, alors, il y a une toute petite évolution là-dedans, en France. C'est que en 1898, on vote une loi qui montre que l'employeur est responsable, par défaut, des accidents du travail, sauf s'il réussit à montrer la faute de l'ouvrier. D'accord ? Mais avant la loi de 1898, c'est l'ouvrier qui est responsable des accidents du travail, sauf s'il réussit à montrer la faute intentionnelle de l'employeur. D'accord ? Alors là, on ne parle pas des maladies professionnelles, parce que les maladies professionnelles, de toute façon, avant 1945, la nécrose de la mâchoire inférieure, c'est gagné à tous les coups. Mais maintenant, les accidents du travail, je me promène dans mon atelier, je mets la main dans la courroie, ça m'arrache le bras, ça, avant 1898, si vous ne pouvez pas prouver que votre patron, il a fait exprès, parce qu'il le voulait, vous arracher le bras, eh bien, c'est pour votre pomme. C'est pour votre pomme, c'est-à-dire concrètement, vous n'avez plus de bras. Bon, déjà, il va falloir aller au dispensaire vous faire recoudre, d'accord ? Ce qui ne va pas être gratos. Si vous ne mourrez pas de douleur, déjà. Bon, ce qui est un premier point. Ensuite, il va falloir que ça ne s'infecte pas, parce que si ça s'infecte, il n'y a pas d'antibiotiques, donc au revoir avec la septicémie. Mais enfin, même si vous réussissez à guérir de tout ça, ça va être beaucoup moins pratique de travailler sans bras, d'accord ? Enfin, quand on y pense. Surtout si vous étiez forgeron, par exemple. Bon. Donc, de fait, avant 1898, sauf si vous montrez la faute volontaire de l'employeur, aucune indemnisation. À partir de 1898, par défaut, c'est l'employeur, sauf si l'employeur peut montrer que vous avez fait une bêtise. Mais comme il va devoir vous indemniser dans la plupart des cas, eh bien du coup, il ne va même pas chercher à plaider. Simplement, il va prendre une assurance, et c'est l'assurance qui va régler les questions d'indemnisation. Bon, là où c'est important, c'est qu'en fait, c'est le début des assurances sociales, ce truc-là. C'est-à-dire que parce qu'on met la charge de l'indemnisation sur l'employeur, et parce qu'on n'en fait plus une question de faute. C'est-à-dire que avant 1898, c'est la faute ou c'est pas la faute. Après 1898, on dit c'est plus une question de faute, c'est une question d'indemnité. L'employeur indemnise. Sauf s'il peut montrer que c'est effectivement la faute de l'ouvrier. Et donc, de fait, plutôt que de s'emmerder à faire des procès, on paye une assurance. Voilà. Bon, mais donc c'est vous dire que jusqu'en 1898, c'est quand même tout pour la pomme des ouvriers. Et à partir de 1898, le seul truc qu'on indemnise, c'est les accidents, pas les maladies professionnelles. Bon, et les accidents, quand même, il y en a beaucoup. Alors, on va évoquer juste une catégorie d'accidents, c'est les catastrophes minières, d'accord ? Bon, les membres arrachés dans les machines à vapeur, les types qui partent dans vous voyez la locomotive, enfin tout ça, je ne vous passe sur les détails, d'accord ? Mais les catastrophes minières, c'est quand même spectaculaire. En particulier, c'est dû au fait que, bon, vous savez ce que c'est, les mines de charbon, concrètement, c'est, il y a des plantes qui ont été fossilisées, il y a des plantes, pardon, qui ont été couvertes par la sédimentation. Sous la pression et avec la chaleur, ces plantes, ça se transforme dans des combustibles, d'accord, qui font soit des hydrocarbures liquides ou gazeux, d'accord, comme le gaz naturel ou le pétrole, soit des hydrocarbures solides comme le charbon. Bon, donc quand on va creuser là-dedans, on trouve des veines importantes de charbon. Le seul problème, c'est que dans le charbon, il y a souvent du gaz qui est dissous. Et donc il peut arriver que vous donniez un coup de pic et puis vous crevez une poche de gaz. Or ce gaz, il est inflammable. Et donc si vous arrivez avec une bougie, vous foutez le feu au gaz, ça pète. D'accord ? Et donc le sujet, c'est qu'il faut que les mineurs soient équipés de lampes qui soient spécifiques pour éviter qu'elles foutent le feu au gaz, sinon le mineur avec sa lampe, il fout le feu au gaz, tout pète. Ça s'appelle un coup de grisou, puisque le gaz s'appelle du grisou. Voilà, alors pour vous donner l'ampleur de ce genre de fait, ou d'accident malheureux, à Courrières, dans le Nord, en 1906, un coup de grisou fait 1060 morts. 1060 morts. C'est-à-dire que toute la mine s'effondre sur les mecs qui sont dessous. Et évidemment, une fois que la mine s'est effondrée, on peut assez difficilement aller chercher les gars.
Parce qu'il faut recreuser. Donc entre ceux qui ont été brûlés instantanément, ceux qui n'ont plus d'oxygène et ceux qui sont juste écrabouillés, 1060. Alors c'est bien parce qu'au moins on est dans le Guinness, c'est-à-dire que de fait l'accident de Courrières est l'accident minier le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Bravo, vive la France, cocorico. Mais ce n'est pas une exception absolue, puisque si vous regardez dans le département de la Loire, d'accord, chef-lieu Saint-Étienne, en 13 ans, il y a eu 280 morts en 1876 dans un coup de grisou, 100 en 1886 et à nouveau 217 en 1889. Donc ça veut dire, en fait, plus de 500 morts, et même presque 600 morts en 13 ans. Donc c'est quand même... concrètement, les accidents du travail, c'est pas des paroles verbales, d'accord. C'est pas je me suis retourné un ongle en ouvrant le photocopieur. C'est le problème de ces gens qui meurent, c'est qu'ils ont des familles et que à partir du le problème de ces gens qui meurent, c'est que bon, d'abord c'est des vies qui sont foutues. Ça c'est un premier problème. Enfin, d'un certain côté, ils sont plus là pour en profiter ou ne pas en profiter. Mais de fait, c'est des familles qui sont foutues, c'est-à-dire c'est des conjointes et des enfants qui vont pas avoir des revenus qui vont leur permettre de grandir dans de bonnes conditions. Donc les femmes vont aller à l'asile, les gamins vont être à l'orphelinat, et les orphelinats au XIXe siècle. Enfin bref. Bon, donc tout ça pour dire que... Alors, cela dit, le record d'accidents miniers pour la France, c'est pas impossible quand même que les statistiques russes et chinoises ne soient pas totalement parfaites, d'accord ? Parce qu'on sait que, par exemple, les Russes ont un truc avec les statistiques. Bon, alors, les Russes ont eu naturellement des grandes contributions à la pensée statistique, enfin je pense en particulier à Sergei Bernstein ou à d'autres, ou à Léonid Slutsky, mais ils ont aussi eu une grande contribution au trucage des statistiques, d'accord ? Et donc c'est pas impossible qu'il y ait eu en Sibérie, ou même au sud de l'Ukraine, des catastrophes minières à côté de laquelle Courrières était une blague, mais on ne le sait pas. Bref, tout ça est absolument atroce, et donc quoi ? Et donc ça finit quand même par toucher un certain nombre de philanthropes, en particulier des médecins. Ah ben voilà, il y a bien la référence de Villermé. Et donc en particulier un type qui s'appelle Louis-René Villermé, et qui est l'un des premiers à écrire en 1830 sur la mortalité dans les divers quartiers de la ville de Paris. Quel rapport, me direz-vous ? Eh bien, le rapport, c'est qu'il y a à Paris des quartiers ouvriers. Et les quartiers ouvriers, en gros, c'est le Marais, d'accord ? Enfin, c'est le Marais, le Beaubourg, le plateau des Arcis, l'île Saint-Louis. En fait, c'est les plus vieux quartiers de Paris, qui sont les plus atroces, les plus abjects. Pourquoi c'est les plus abjects ? Ben parce que c'est ceux où, en gros, il y a des bâtiments du 15e, 16e, 17e siècle qui n'ont jamais été refaits. Et donc, c'est des bâtiments étroits, mal éclairés, insalubres, humides, petits, mal foutus, enfin bref, tout ce qu'il faut, quoi. Et si possible, qui s'écroulent, d'ailleurs, d'accord ? C'est ce que vous avez entendu sur les immeubles à Marseille l'année dernière, franchement, à côté du Paris des années 1830, c'est une plaisanterie, d'accord ? C'est-à-dire que, de fait, les quartiers nouveaux, qui sont soit là où on est maintenant, parce que c'est la campagne, en 1830, où nous sommes, il y a des vaches qui pèsent dans les champs. Mais en gros, Montparnasse, d'Enfer, la chaussée d'Antin, tout ça, c'est des trucs qui sont à peine en construction. Donc ça, c'est salubre, c'est des grandes maisons aérées, etc. Mais tout le centre de Paris, c'est absolument atroce. D'accord ? Et ce que Villermé a constaté, c'est que atroce, ça veut dire que comme il y a beaucoup de promiscuité, comme on prend l'eau dans la Seine, voire dans les puits, vous imaginez des puits à Paris, eh bien quoi ? Eh bien, dès que c'est possible, choléra, peste, enfin bon, tout un tas de trucs très agréables, mais tout ça sur un fond d'insalubrité qui fait que les gamins bouffent des peintures au plomb, il y a du saturnisme, du rachitisme, des carences en vitamines, enfin bon bref, tout ce que vous pouvez imaginer de plus pire, c'est là. Voilà. C'est décrit par le menu par Villermé. Voilà, après, il s'est donc intéressé au tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie. Tout ça, c'est sur Gallica, d'accord, c'est sur l'équivalent de Google Books par la Bibliothèque nationale de France. Si d'aventure vous avez du mal à vomir, c'est une lecture qui vous permettra d'arriver plus vite au résultat. À l'époque, ça a quand même été un choc, c'est ça qui a abouti à la fameuse loi de 1841, qui encadrait donc le travail des enfants. Pas de travail des enfants avant 8 ans, et à 8 ans, pas plus de 8 heures par jour. D'accord ? Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que je vous ai dit tout à l'heure,
le premier problème de la révolution industrielle, c'est que même si c'est bon à moyen terme, à court terme, il y a quand même des perdants, et les perdants, c'est ceux qui perdent leur job. Il y a un deuxième sentiment qu'on a, c'est que les conditions de travail des ouvriers sont tellement atroces que finalement le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Et finalement, c'est peut-être mieux la vie à la campagne avant la révolution industrielle que la vie des ouvriers dans les usines, dans les conditions qui sont décrites par Villermé. Et en fait, il y a tout un courant réactionnaire qui met en scène ce qu'on va appeler les déracinés. D'accord ? Les déracinés, c'est ceux qui viennent de la campagne, qui ont perdu leurs racines en venant à la ville et qui vivent dans des conditions misérables, alors qu'à la campagne, ils vivaient dans une société organique, avec un curé, le chef naturel du village, la bonne ambiance entre tous les villageois qui s'aiment bien, d'accord. Et puis le dimanche, on allait se promener dans la campagne en chantant Yukaidi Aïda, d'accord. Et voilà, bon, bref. Bon, tout ça, c'est évidemment des conneries. Mais dans la mesure où la vie au grand air, c'est bien, mais la vie à la campagne, c'est pas forcément idéal non plus. Et on peut l'interpréter sur le mode, finalement, c'est comme le chômage technologique, c'est qu'un mauvais moment à passer. Mais on doit surtout le voir sur le mode, la vie à la campagne n'a rien d'idyllique, d'accord ? C'est-à-dire que la vie à la campagne, elle a d'autres contraintes, d'autres servitudes. Et si vous voulez aller voir les conditions d'hygiène dans lesquelles vivent les paysans français à la même époque, ça se discute, hein, d'accord ? C'est-à-dire qu'effectivement, si votre référence de la vie à la campagne, c'est le week-end dernier, j'étais à Center Park, c'est super, j'étais dans un chalet avec piscine et sauna jacuzzi. Effectivement, la campagne, c'est bien. Mais si la campagne, c'est une ferme dans la Creuse au début du 19e siècle, où vous vivez avec les porcs parce que c'est eux qui vous font chauffage l'hiver, eh bien, la campagne, c'est sale, d'accord ? Et donc, finalement, tout est question de point de vue. En revanche, il y a un truc qui est vrai, c'est que si on considère qu'il y a en gros 3 partis politiques en France au 19e siècle, c'est-à-dire, comme dans à peu près tous les pays qui vivent la révolution industrielle, c'est-à-dire les conservateurs monarchistes, en France on les appelle les légitimistes, les relativement libéraux progressistes, alors ça peut être soit les orléanistes, donc qui sont pour une monarchie constitutionnelle, ensuite on va les appeler les libéraux, les idéologues, enfin bon, ils vont avoir divers noms, mais en gros c'est on va dire le centre, quoi. Ceux-là, c'est plutôt le parti de Ricardo, des économistes, qui sont pour des réformes économiques, pour libérer le marché du travail et que les entreprises puissent entreprendre. Et puis alors après, la gauche au 19e siècle, c'est un truc qui n'est pas très clair, d'accord ? C'est-à-dire que la gauche, ça peut être des avocats progressistes, mais ça peut être Lénine, d'accord ? Donc c'est une catégorie qui est quand même assez large. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui font passer les premières lois sociales, par exemple ceux qui disent qu'il faut limiter la durée du travail, c'est pas Lénine, parce que Lénine, il est élu dans aucun parlement. C'est même pas la gauche éclairée. C'est, de fait, c'est les conservateurs monarchistes. Et ils le font pour emmerder ce qui, à l'époque, est le centre-gauche, qui possède des usines. D'accord ? Donc ils sont contre les gros bourgeois très riches qui ont des usines, parce qu'eux, ils sont monarchistes et propriétaires terriens. Donc au début, la droite et la gauche, c'est les monarchistes catholiques traditionnalistes propriétaires terriens contre eux, les grands bourgeois qui possèdent des usines et qui sont protestants ou francs-maçons. D'accord ? Et donc, de fait, ceux qui imposent les lois sociales aux propriétaires d'usines, c'est les gros réacs. Bon, ça ne va pas durer. Mais donc, il faut pas croire que pendant tout le 19e siècle, il y aurait des gentils socialistes ouvriers qui vont tenir un discours parfaitement cohérent qui va aboutir à ce qu'il y ait des lois sociales qui profitent aux ouvriers. Non, en fait, les rapports de force politiques au début, et donc les conquêtes sociales ensuite, sont assez différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, pour la bonne raison que la nature même du régime électoral fait que, en France, jusqu'en 1800, le suffrage universel en France, c'est 1849, d'accord ? Et encore, le suffrage universel pour les hommes. Et quand on dit suffrage universel en 1849, c'est pour les hommes à condition d'avoir une adresse, c'est-à-dire à condition d'être propriétaire. Donc le suffrage universel des mâles propriétaires, mais avant, ça c'est 1849, mais avant ça, c'est uniquement un suffrage censitaire, donc il faut payer 200 francs d'impôts pour pouvoir voter. Alors à une époque où le salaire c'est 1 franc par jour, non j'exagère, non, mais à une époque où le salaire d'un ouvrier qualifié c'est 6 francs par jour, payer 200 francs d'impôts, c'est juste pas possible. Donc de fait, ceux qui peuvent apparaître comme des réformistes en matière sociale sont souvent des gros réacs
du moins pendant le 19e siècle, en matière politique et religieuse. Bon, alors comment ça se passe les réformes sociales? Alors on va avoir à peu près le même schéma partout. En Angleterre, on a un Peel Factory Act, qui est donc, Peel était évidemment un Premier ministre conservateur, donc représentant les propriétaires terriens. Il limite le travail des apprentis de moins de 21 ans à 12 heures par jour. C'est bien, mais en fait, de toute façon, c'est pas appliqué. C'est à nouveau un parlementaire conservateur qui est Lord Ashley, qui vise à limiter à 8 heures par jour le travail dans les usines textiles, du moins quand elles emploient des machines à vapeur. Et donc la limite de la journée de travail, c'est 8 heures pour les moins de 13 ans, 10 heures pour les 14-18 ans, et interdiction du travail des moins de 9 ans. Donc c'est en gros ce qu'on va faire avec la loi de 1841. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi rend obligatoire l'éducation à concurrence de 2 heures par jour pour les moins de 13 ans. Là. Mais en fait, bien que ce soit au début que dans les usines textiles où il y a des machines à vapeur, ça va être étendu à tous les secteurs de l'industrie. Mais en fait, ce n'est pas exactement mis en œuvre parce qu'il n'y a pas d'inspecteur du travail pour la mettre en œuvre. Donc c'est une référence, mais il y a beaucoup de... L'application est très lâche. Bon, la loi de 1844, toujours en Angleterre, abaisse le travail des enfants à 6h30. La loi de 1847 limite à 10 heures le travail des femmes et des enfants de moins de 18 ans. En 1854, c'est l'instauration de la semaine anglaise. Ce qu'on appelle la semaine anglaise en français, c'est le week-end. D'accord ? C'est la semaine où il y a un week-end. Le week-end, c'est uniquement le samedi après-midi. Mais rappelez-vous, en France, en 1900, on est encore à une semaine de 70 heures. Donc, c'est 11 heures par jour, y compris le samedi, et 4 heures le dimanche. Donc la semaine anglaise en Angleterre, c'est 1854. Donc c'est plus de 50 ans avant la France, ils ont un jour de congé en plus. Bon, et en 1874, la durée maximale du travail est fixée à 56 heures hebdomadaires. Inutile de vous dire que les patrons se battent comme des lions, en disant, mais vous vous rendez compte qu'on ne peut pas être compétitif avec une semaine de 56 heures, à une époque où les Français, qui sont peut-être des feignasses, mais qui sont obligés de bosser, bossent 80 heures par semaine. Ce qui n'est évidemment pas vrai, mais enfin, on sait qu'on ne travaille pas 16 heures par jour, mais peu importe. Bon, donc de fait, c'est en grande partie les conservateurs, c'est-à-dire les propriétaires terriens, qui imposent ces mesures sociales aux libéraux, qui sont en grande partie les entrepreneurs de manufacture. D'accord ? Bon, alors, en revanche, qu'est-ce qu'ils veulent les libéraux, de leur côté, ce qu'ils veulent, c'est que ils veulent que l'assistance aux pauvres soit économiquement efficace. Parce que c'est un gros problème en Angleterre, l'assistance aux pauvres. En France, l'assistance aux pauvres, ça relève de la charité publique. Donc, en gros, c'est les institutions de bienfaisance. Et puis surtout, on ne s'en occupe pas. D'accord ? C'est-à-dire que bon, les pauvres, ils crèvent de faim, c'est pas notre problème. Régulièrement, on dit que s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont cons, ils ne bossent pas, ils ne comprennent rien. Mais on ne va quand même pas s'occuper des pauvres. En Angleterre, où il y a quand même une doctrine providentialiste, c'est-à-dire qu'en Angleterre, on considère quand même que celui qui bosse, il doit pouvoir s'en sortir. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a voulu le monde, et comme Dieu il est juste, forcément il a une justice. Et la justice, c'est que si on travaille, on doit pouvoir s'en sortir. Donc ceux qui ne s'en sortent pas, c'est qu'ils ne travaillent pas bien. Donc on va les remettre dans le droit chemin. On va les remettre dans le droit chemin, c'est-à-dire on va les mettre dans des endroits où ils vont travailler. D'accord ? Donc en fait, en 1834, on vote une loi sur les pauvres qui a pour but de remplacer une assistance aux pauvres, qui est essentiellement une assistance qui était financée par les paroisses, mais de manière un peu automatique. On transforme ça en workhouses, c'est-à-dire en gros en bagne. D'accord ? Vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants ? C'est pas grave, on va vous enfermer dans un truc, vous allez travailler, on vous donnera à manger, on vous paiera un petit salaire, mais il va falloir travailler, 14 heures par jour. D'accord ? Alors, c'est toujours un sujet quand même de savoir quelles sont les conditions de vie dans les workhouses ou les poor houses. C'est d'autant plus un sujet qu'au long du 19e siècle, on a entre 3 et 5% de la population qui est enfermée dans ces trucs. D'accord ? On sépare évidemment les couples, on sépare les parents des enfants, on met aussi les enfants au travail, naturellement en leur donnant 2 heures d'éducation par jour. Enfin bref, les pauvres, on sait s'en occuper en Angleterre. Bon alors, après 1900, comme on élargit le suffrage, puisqu'il n'y a plus besoin de payer l'impôt foncier, mais en gros, il suffit d'être locataire, en fait, à partir de 1900, il se met à y avoir des candidats travaillistes, et donc il se met à y avoir une vraie prise de conscience de la part de tout le monde qu'il faut récupérer les votes ouvriers, parce que sinon on ne pourra pas faire un gouvernement. Et donc,
qu'est-ce qui se passe? On va avoir une loi qui va promettre l'indemnisation des accidents du travail, puis on va créer un système de retraite par capitalisation, certes, mais un système de retraite, puis on va créer une assurance maladie en 1911. Bon, tout ça, ça va être financé par des prélèvements sur les salaires, d'accord, mais ça existe dès ce moment-là. Alors qu'en France, comme on a vu, l'indemnisation des accidents du travail, c'est lié au fait, d'abord, ça arrive 1 an après la Grande-Bretagne, et c'est lié au fait que le patron s'assure. S'il ne s'assure pas, on peut lui faire un procès pour qu'il paye, mais voilà. Le système de retraite en France en 1908, c'est seulement pour les cheminots. Pour le reste de la population, c'est en 1945. Et l'assurance maladie, pareil, c'est 1945. Bon. Alors ces systèmes sont des systèmes contributifs, c'est-à-dire qu'en gros, il faut payer pour bénéficier des prestations, d'une part, et surtout, les prestations qu'on va recevoir sont proportionnelles à ce qu'on aura payé. C'est seulement à partir de 1942 en Grande-Bretagne, c'est-à-dire à partir du rapport Beveridge et de sa mise en œuvre, qu'on va développer un système d'assurance sociale qui sera non plus contributif, mais redistributif. Donc il n'y aura plus de lien direct entre les prestations et entre les contributions et les prestations. J'entends par là simplement, par exemple, que si vous êtes malade, on ne va pas vous dire « Ah ben vous avez contribué, vous avez payé pendant 2 ans l'assurance maladie, donc vous pouvez dépenser 100 000 euros à l'hôpital, après c'est fini. » D'accord ? C'est un système redistributif parce que quoi que vous ayez payé comme contribution à l'assurance maladie, vous allez être soigné. Bon, en France, on a à peu près la même chronologie avec beaucoup de retard. 1813, un décret impérial interdit aux enfants de moins de 10 ans de travailler dans les mines. De toute façon, il ne sera pas respecté, puisque l'Empire étant aboli en 1814, tout le monde s'en fiche. 1841, vous le savez, on limite le travail des enfants à 12 heures par jour pour les 12 à 16 ans. Et on l'interdit en dessous de 8 ans. De fait, pas d'application de la loi. 1851, durée maximum d'une journée de travail pour les enfants jusqu'à 14 ans, 10 heures. 1874, âge minimum pour travailler 12 ans. 1892, 13 ans. Alors, ce qui se passe quand même, c'est qu'entre-temps, l'éducation est devenue obligatoire. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant, il était obligatoire qu'il y ait une école, mais depuis 1881, il est obligatoire d'aller à l'école. D'accord ? Jusqu'à 13 ans. Et de plus, l'école en 1880, elle est devenue obligatoire, mais aussi gratuite, accessoirement laïque. Bon. En 1906, on crée enfin un ministère du Travail, et on fixe la durée du travail à 10 heures par jour, avec un temps de repos rendu obligatoire, d'accord ? Et c'est seulement en 1919 qu'on va avoir la fameuse journée de 8 heures après la Première Guerre mondiale, et en 1936, après les grèves du Front populaire, qu'on va avoir la semaine de 40 heures, c'est-à-dire 5 journées de 8 heures avec la semaine anglaise, d'accord ? Bon, est-ce que le chômage est indemnisé ? La réponse, oui, bien sûr. Avant 1848, c'est indemnisé à coup de pied au derrière, d'accord ? C'est-à-dire concrètement, les hôpitaux et les municipalités distribuent du pain aux pauvres quand ça leur prend, quand elles votent des dispositions en ces sens-là, et comme elles le veulent bien. Sinon, tant pis pour eux. 1848, comme vous le savez, il y a une révolution au mois de janvier qui chasse les Orléans, qui chasse donc Louis-Philippe Ier, qui était le roi constitutionnel. On installe un gouvernement républicain, c'est la Deuxième République. Et vous le savez aussi peut-être, la Deuxième République, elle ajoute à la devise de la République, qui était jusque-là liberté et égalité, elle ajoute fraternité. Fraternité, en français moderne, on dirait solidarité, d'accord ? Concrètement, quelle solidarité ? Eh bien, on proclame le droit au travail. Ça veut dire qu'en fait, tous les chômeurs vont pouvoir trouver du boulot et être payés. Comment c'est possible ? Eh bien, on crée les ateliers nationaux le 27 janvier, alors que la Révolution s'est terminée 2 jours avant. Et ces ateliers nationaux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont employer les chômeurs en échange d'un salaire. Il n'est évidemment pas question de payer les gens à rien foutre, d'accord ? C'est complètement inconcevable. Donc, on emploie les chômeurs à travailler, comme ça, d'ailleurs, ils sont plus chômeurs, et on les paye. Alors, pendant un certain temps, c'est pas compliqué, parce que comme il vient d'y avoir 3 jours de révolution à Paris, il y a des barricades, des boulets de canon, des cadavres, enfin, tout un tas de trucs qu'il faut nettoyer. Donc ça prend un petit moment, quand même. Puis en province aussi, il y a quand même 2-3 trucs à nettoyer. Après, on peut faire des travaux de terrassement, c'est toujours utile, d'accord ? On crée des esplanades, on agrandit les places. Enfin, bon. Ça, les travaux de terrassement, ça prend d'autant plus de temps qu'on n'a pas de matériel. Évidemment, faire un trou avec une pelleteuse, ça va vite. Avec 10 000 mecs qui ont juste des pioches, ça prend un temps fou. Et donc, au moins, on les emploie comme ça et on les paye. Le problème, c'est qu'assez rapidement, en fait, on ne sait pas très bien à quoi les occuper de manière rentable. Du coup, en juin 1848, on supprime les ateliers nationaux. En juin 1848, il y a des émeutes à Paris qu'on appelle les journées de juin, que le regretté général Cavagnac réprime en faisant tirer le canon, parce qu'il ne suffit quand même pas d'y aller au fusil, d'accord ? Donc encore une fois, vous voyez que quand il y a des manifs, il va fort, d'accord ? Il faut dire que
les types qui manifestent au moment des journées de juin, c'est pas des avions en papier qu'ils envoient dans le... D'accord? Ils envoient des pavetons. Et les pavés, quand en face, vous avez des soldats qui ont des casquettes en toile, quand vous prenez un pavé qui part en cloche, vous pouvez bêtement en mourir, d'accord? Donc, après tout, si les manifestants jettent des trucs qui peuvent tuer les forces de l'ordre, il est naturel que les forces de l'ordre répliquent en tirant au fusil et au canon. Comme ça fait une bonne journée. Et ceux qu'on attrape et qui ne sont pas condamnés à mort sont déportés en Algérie. Voilà. Bon, il faut dire qu'à l'époque, en Algérie, les conditions de vie sont quand même assez rudes. D'accord ? Voilà. Bon, alors, donc ça, c'est pour l'état du secours aux chômeurs en France au XIXe siècle. D'accord ? On a vu qu'il y avait une indemnisation systématique des accidents du travail. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'indemnisation du chômage restera absolument du ressort des municipalités, et donc volontaire, jusqu'aux années 60, c'est-à-dire jusqu'à la création de l'UNEDIC, qui permettra d'indemniser les chômeurs. Bon, qu'est-ce qu'il en est en Allemagne? Je vais terminer par là avant de vous laisser tranquille. En fait, la Prusse, c'est le deuxième grand pays à interdire le travail des enfants de moins de 9 ans, en 1839, donc juste après la Grande-Bretagne. La journée de travail des 9 à 16 ans est limitée à 10 heures, et il y a interdiction du travail de nuit. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, en Prusse, c'est pas comment dire, les propriétaires terriens qui vont imposer des réformes aux industriels en votant des lois sociales, c'est tout simplement le chancelier Bismarck, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas exactement progressiste en matière morale. C'est qu'effectivement, Bismarck, il est progressiste dans le sens où il veut réformer l'armée allemande. Enfin, ça, c'est Scharnhorst qui le fait. Donc, il pense qu'il faut plus de fusils, plus de canons, plus d'officiers, plus de commandements dans l'armée prussienne. Ça, dans cette mesure, il est progressiste. Mais alors, pour ce qui est, d'élargir le suffrage universel, du mariage pour tous, de la procréation assistée, sur ces sujets, non, il n'est pas très progressiste, en fait. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, sur aucun sujet de la société, il est progressiste. Mais, de fait, ce qu'il a compris, c'est que s'il voulait que ça marche bien, eh bien, il fallait qu'il ait, finalement, pour les ouvriers, un système protecteur, parce que ça a un double avantage. D'une part, les ouvriers sont contents, et donc ça évite qu'ils soient socialistes, ou syndiqués, ou enfin toutes ces saletés, quoi. Et d'autre part, ils sont en bonne santé, et donc ils sont plus productifs. Voilà. Donc c'est même pas de la philanthropie, c'est juste de l'intérêt bien compris. D'accord ? Et donc de fait, alors vous savez, c'est la fameuse parole de Bismarck, messieurs les socialistes feront de la flûte quand les ouvriers se rendront compte que c'est moi, monsieur le chancelier, qui ai fabriqué les lois sociales pour lesquelles les socialistes ne font rien. Et donc, de fait, en 1883, le chancelier Bismarck crée un système national et obligatoire d'assurance sociale qui protège les ouvriers contre la maladie. D'accord ? Les employeurs financent le tiers, et ça, on ne leur a pas demandé leur avis. Ça signifie, en français, qu'il y a les 2 tiers du budget qui est pris sur les salaires des ouvriers, et le tiers restant est pris sur les entreprises qui ont le droit d'être d'accord. Sinon, il n'y a pas de sinon. En 1884, après l'assurance maladie, c'est l'assurance accident. Et à partir de 1889, c'est un fonds spécial qui permet le versement des retraites et des primes d'invalidité. Voilà. Parce que la vieillesse aussi est un risque. À la mesure où, quand l'espérance de vie est de 25 ans, ce qui est normal, c'est de mourir avant 60 ans. Le risque, ce serait de vivre au-delà de 60 ans et de ne plus être en état de travailler. Eh bien ça, même ça, le chancelier Bismarck y a pourvu, puisque le fonds spécial va permettre d'indemniser ceux qui ont le malheur de vivre au-delà de 60 ans. De fait, donc, c'est l'État, en Allemagne, qui prend l'initiative de la création du premier système d'assurance sociale intégré, obligatoire, pour tous les ouvriers. Bon, ça ne désamorce pas complètement les revendications de la classe ouvrière, puisque, comme vous vous en souvenez peut-être, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a des insurrections spartakistes dans un grand nombre de villes allemandes. Et si elles ont pris le nom de Spartacus, c'est en mémoire d'un esclave qui s'était révolté contre les maîtres à Rome. Mais tout ça pour dire qu'en 1910, l'Allemagne est très en avance par rapport aux autres pays, notamment aux pays européens, puisque 81% des travailleurs sont protégés contre les accidents, 53% ont une assurance retraite, et 44% sont protégés contre les maladies. D'accord ? En France, c'est moins de 20%, et en Angleterre, bien qu'il y ait des systèmes d'assurance qui aient été créés, les taux d'adhésion sont encore plus faibles. À l'exemple de l'Allemagne, à peu près tous les pays nordiques vont se doter de systèmes de ce type. Plus,
On va mettre en place des systèmes d'imposition sur le revenu qui sont des impôts progressifs, qui vont permettre une redistribution dont nous parlerons la semaine prochaine. Il est l'heure. Merci de votre attention. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.